Ouais, juste moi, j'ai pas le retour du chat, on est d'accord? OK, ça marche. Bonjour à tous, ravi d'être là et merci à Arnaud pour l'invitation. Donc on s'était rencontrés, je crois, parce que tu avais interviewé, tu avais fait une vidéo YouTube avec comment il s'appelle? Benoît Bosq. Benoît Bosq, qui est un peu une légende dans la crypto. Moi, je travaille dans la crypto depuis quelques années, mais principalement dans les produits dérivés et avant ça, j'ai fait un peu de banque. J'ai fait quelques stages, notamment chez Citi, en produits structurés. Et en fait, Arnaud m'a proposé de faire ce live pour un peu plus expliquer les produits dérivés, que ce soit les futurs, les options, toutes ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, moi, c'est mon full-time job. Je suis principalement dans les options, mais aussi sur les futurs en crypto. Et pour contextualiser, genre, on facilite tous les gros trades dans ces classes d'actifs-là. Environ 35% du marché passe par mon entreprise. Et moi, je suis en charge du marché européen. Donc là, normalement, vous m'entendez, moi. Est-ce que est-ce que vous m'entendez, moi, normalement, vous m'entendez, moi, quand même, là? Ouais, est-ce que vous entendez Nicolas? Nico, est-ce que tu peux parler, s'il te 1, 2, plaît? 1, 2, ouais. Est-ce qu'on m'entend? J'attends juste le retour dans le chat, savoir si on t'entend, toi. Yes, aussi. Ok, good. Et ben, c'est parti. Si on entend tout le monde bien, c'est cool. Vas-y, tu peux redire, du coup, je pense qu'on peut reprendre du début. Donc, on disait que Nicolas, enfin, on s'est connu parce que j'ai invité Benoît Bosq, un ancien trader quant chez Goldman, qui a basculé dans l'univers crypto. Et Nicolas bosse aujourd'hui dans l'univers crypto, il fait du trading d'options crypto. Et il a eu avant un parcours dans la finance traditionnelle. Il est passé chez Citi, chez Natixis, que je vous ai mis là. Il a fait ses études dans la finance tradi aussi. Et du coup, l'idée aujourd'hui, c'était de parler de produits dérivés. Parce qu'en fait, on a eu une discussion avec Nicolas. Je lui ai expliqué qu'on vendait beaucoup de produits structurés. C'est comme ça notre port d'entrée vers les produits dérivés dans la gestion de pattes. Et je me suis rendu compte qu'on comprend globalement tous pas grand chose. Alors nous, en tant qu'étudiants, à la limite, c'est normal. Mais en fait, même les gens qui sont dedans et qui vendent ces produits comprennent pas grand chose. Et je trouvais ça un peu chaud par rapport au volume de transacts qui sont faits dessus. Et du coup, l'idée, c'était de recadrer un peu ça, de reprendre la base des produits dérivés, de comprendre ce que c'est. Et la semaine pro, on enchaîne sur un live spécifique produit structuré pour se familiariser avec le produit. Comment tu vas, Nicolas? Et est-ce que j'ai dit, c'est good ou pas? Si tu veux rajouter des trucs. Ouais, ouais, c'est good, c'est ça. J'ai fait une école de commerce post-bac. Enfin, j'ai rien fait de absolument exceptionnel, on va dire. Mais j'ai toujours été assez intéressé hors perso, tu vois, par les produits structurés, par les produits plus dérivés en général. J'ai fait du trading d'options, j'ai fait du trading de futurs assez tôt avec la crypto aussi. Donc je passais un peu par toutes ces cases-là. Et ensuite, dans la crypto, c'était un milieu qui m'intéressait particulièrement parce que c'était assez peu développé. Les produits d'options, produits dérivés futurs, c'est assez développé en crypto, mais les options, les structurés et tout, il n'y a quasiment rien. Donc ça m'a intéressé d'aller bosser là-dedans. Donc c'est cool de pouvoir transmettre un peu ces connaissances-là. Ouais, bon, bah, je pondère un peu ce que t'as dit. Ouais, t'as pas fait une target, mais quand même, choper des trucs chez City et tout, c'était quand même pas simple. Je pense que t'as pas été dans les. Enfin, tu dois être le gars qui a chopé les trucs là-bas, quoi, donc ça devait être un peu cool. Et juste, ouais, c'est une petite question que je me posais en entrée de live comme ça. Pourquoi on voit beaucoup de personnes partir du côté crypto? Tu vois, qui partent du côté tradi et qui vont ensuite dans la crypto. C'était le cas de Benoît, c'est ton cas. J'ai l'impression que c'est pas mal de gars qui ont bossé dans des très grosses banques. Pourquoi? Euh, je pense que la réponse est simple, hein, c'est parce que c'est des structures qui sont beaucoup plus flexibles et beaucoup plus. Tu vois, j'irais pas jusqu'à dire que l'ambiance est moins toxique, parce que ça dépend complètement des structures, bien sûr. Mais en général, il y a autant d'argent à faire en termes de salaire et
tu peux faire des jobs plus marrants. Ok. Donc c'est un peu l'occasion d'aller faire la nouvelle finance. Tu vois, j'ai pas du tout la même expérience que Benoît, je suis pas du tout le même background que lui. Mais Benoît, je pense qu'il disait, il vient de Goldman, il a un peu tout vu. Il allait vraiment faire la nouvelle finance de demain et développer ça avec d'autres cadres de la finance. Moi, j'ai fait le move un peu plus jeune, mais je me suis dit un peu la même chose. Tu vois, c'est dans la finance traditionnelle, tu vas aller bosser en salle de marché, en FX, en fixed income, des trucs comme ça. C'est des métiers qui existent depuis longtemps et qui vont pas bouger beaucoup. Et c'est hyper hiérarchisé, c'est hyper strict. Euh, Ça paye toujours assez bien, même si on pourrait discuter que ça paye de moins en moins. Alors qu'en crypto, c'est un truc où il y a encore tout à faire, le marché n'existe pas. Donc, en fait, tu peux scaler beaucoup plus vite ta carrière, tu peux griller les étapes, tu peux très vite passer des steps très rapidement, quoi. Ok, ok. Non, mais je comprends l'idée, c'est cool. Et, euh, et produits dérivés, ouais, toi, tu as bossé du coup sur les desks de structuration, Ouais. si je me trompe pas. Et tu étais là-bas, du coup, quand il y a eu pas mal d'inventions sur tous les produits structurés et tout, c'est des produits qui ont explosé ces dernières années sur la revente, que ce soit par les banques ou par les CGP, les family office, enfin, tout le côté retail. Pourquoi tu penses que c'est important, du coup, pour un étudiant de comprendre, tu vois, ce que c'est qu'un produit structuré, à quoi ça sert? Il y a eu des dérives là-dedans. Enfin, toi, tu dirais que c'est important quand même de se familiariser avec ça? Ouais, bien sûr, bah, dans le contexte de gestion de patrimoine, d'asset management, même dans un contexte de culture financière classique, c'est assez intéressant de comprendre tous ces mécanismes-là. Parce que le plus tu comprends de choses sur ce qui se passe, le plus tu comprends de classes d'actifs différentes, la meilleure sera ta compréhension du marché. Euh, et le marché du produit structuré, il est énorme en France. C'est vraiment une des classes d'actifs qui est. Tu vas en Allemagne, tu vas en Espagne, il n'y a pas grand-chose. Au UK, il y a pas mal de trucs, mais c'est des produits pas très exotiques. En France, on a vraiment une famille de produits structurés exotiques et complexes au possible. Euh, donc quasiment personne ne connaît l'existence ou le fonctionnement. Et en fait, ils sont présents dans énormément de supports d'investissement classiques, tu vois, genre dans les assurances vie. Quasiment tout le monde a une assurance vie, et ben, il y a énormément de gens qui ont du produit structuré à l'intérieur. Ouais, carrément. Ah bah oui, oui, complètement. Mais même au-delà de ça, oui, je pense que. Alors, moi, pour la petite histoire, j'ai un écrit à rendre en ce moment même. Je suis en train de le préparer sur les produits vanille exo. Et on voit une explosion de ces produits-là dans le marché bah, post-crise de taux qu'il y a eu ces derniers temps. Et enfin, suite crise en Ukraine, sanitaire, etc. Et il y a eu des dérives aussi sur ces produits, j'ai l'impression. Il y a eu des nouvelles choses qui ont été inventées. On va parler la semaine pro des produits à décrément, etc. C'est des choses qui sont mal comprises et qui sont super importantes. Donc j'avais envie, moi, de les comprendre et d'inviter quelqu'un qui s'y connaît pour que vous puissiez comprendre aussi. Voilà. Du coup, la base, donc, c'est ce que je vous ai mis. Pourquoi c'est important à comprendre dans le wealth management? Et bien ça, c'est tiré du coup de l'écrit que je suis en train de faire. C'est un, c'est petit truc, petit tips. Voilà, comment j'ai démarré l'écrit que je suis en train de faire. L'idée, c'était de dire, parce que j'ai repris à l'oral, hein, mais dans le contexte sanitaire, il y a eu de plus en plus de produits commercialisés. Nico avait donné, alors on n'avait pas les chiffres, mais du coup, je les ai là. 42 milliards d'encours sur le marché français en 2023, c'est énorme. Il n'y a pas un autre pays où c'est comme ça, enfin, je n'ai pas connaissance. Et pour nous, c'est la principale porte d'entrée, enfin dans le côté GP, vers des produits dérivés. C'est comme ça qu'on les pratique le plus, parce que le reste du temps, on n'a pas trop affaire à ça, c'est géré en interne dans les fonds, et du coup, nous, on n'est pas trop confronté à ça. Alors que là, dans des beaux cabinets, bah, ici c'est le cas, moi dans le cabinet dans lequel je travaille, on structure directement les produits avec les brokers, avec les banques, et bah, plus les brokers. Mais du coup, il y a vraiment un intérêt à comprendre la manière dont ça fonctionne parce que ça peut avoir un impact direct sur nous, notre manière de parler avec le broker pour structurer le produit. Voilà. La base des produits dérivés, c'est un outil qui sert à maîtriser un risque. Si tu es d'accord avec ça, Nicolas, je ne sais pas comment on peut le présenter. Est-ce que tu pourrais justement peut-être nous en dire un peu plus c'est quoi globalement un produit dérivé pour comprendre? Alors j'ai mis la def là pour ceux qui veulent la def classique, mais Ouais, bah, un produit dérivé, en fait, c'est juste un produit dont le prix ou la valeur va dépendre d'un sous-jacent. Ça peut être n'importe quel produit qui dépend de quelque chose d'autre. Donc, tu vois, il y a des actions. Le produit dérivé de base, ça va être, je sais pas, un futur sur une action. Bah, au lieu de t'échanger de la. Enfin, c'est pas le meilleur exemple, mais tu as un truc qui est galère à échanger, par exemple du pétrole.
tu veux spéculer sur le prix du pétrole, tu vas pas acheter des barils de pétrole, tu vois, parce que il faut les faire livrer, c'est lourd, il faut les stocker. Donc, tu veux spéculer sur le pétrole, tu vas acheter des produits dérivés comme des options ou des futurs. C'est des contrats où le marché est d'accord pour dire la valeur dépend du prix du pétrole. Ok. Le marché Euh, ou la contrepartie, ça dépend d'ailleurs. ouais, bah c'est ce qui a été noté là, du coup. Et c'est un des plus gros marchés d'échange en ce moment par rapport au marché equities ou quoi. C'est énorme parce que bah, déjà, c'est hyper utile et puis il y a plein de sous-jacents possibles. Donc ça regroupe, c'est un marché énorme, quoi. Euh, et du coup, j'avais mis, il y a il y a une première distinction qu'on peut faire, en tout cas sur les recherches que j'ai faites, c'est ce que j'ai trouvé. Puis quand je m'y intéressais, il y a un moment, c'est ce que j'avais trouvé. Si le contrat est négocié de façon unilatérale, donc de gré à gré, on parle d'OTC. C'est ce que tu fais Mhm. aujourd'hui, toi, sur le marché crypto, beaucoup, non? Ou pas forcément? Ouais, ouais, en gros, ouais. Principalement? Ok. Et s'il est négocié via une plateforme, on parle de produits listés. Voilà. Et l'idée de base d'un produit dérivé, c'est de dire qu'il n'y a pas beaucoup de placement initial. Comme disait Nicolas, si on veut échanger du pétrole, on ne traite pas vraiment du pétrole, on va trader un dérivé. Voilà. Et ensuite, deuxième distinction, c'est qu'on distingue les produits dérivés simples, standardisés, donc les produits vanille. Ça, je peux peut-être te laisser expliquer, parce que c'est un peu plus complexe, mais si tu peux juste dire comment ça fonctionne, les principales distinctions qu'on fait sur les produits dérivés, comment ça se décompose. Ouais, bah, en fait, c'est la distinction entre vanille et exotique, c'est tout con. Les produits vanille, c'est tous les produits simples, où genre, tu as un seul produit où c'est décomposable facilement. Le payoff, c'est juste le produit qu'il décide. Tu vois, un futur, c'est un produit simple. Une option, c'est un produit simple vanille. Tu peux faire une stratégie optionnelle basique. Tu vois, tu peux faire, je sais pas, un call spread où tu vas acheter et vendre une option en même temps. Ça reste vanille. Et si tu commences à rentrer dans des spécificités, à combiner des produits, à avoir des payoffs de plus en plus complexes, en fait, là, tu rentres dans ce qu'on appelle les produits exotiques. Et typiquement, les produits, quand on parle de produits structurés en finance, c'est des produits qui paraissent simples, mais pour réaliser ce payoff-là, de dire tu as un coupon tous les ans, à la fin, tu es remboursé de ton capital si la valeur est au-dessus d'une barrière ou des choses comme ça, la complexité qu'il y a derrière, elle est immense et c'est pour ça que ça devient des produits exotiques. Ok, donc la plupart des produits structurés qu'on retrouve dans la structuration, c'est des produits exo, on est d'accord. C'est tous des exos. Il n'y a pas un produit structuré. Même sur un capital garanti, par exemple, sur un zéro coupon où tu structures, Bah ouais. En fait, tu commences à combiner des choses. En fait, ça s'appelle structuré parce que tu combines des choses. Là, pour n'importe quel produit structuré, je crois, en equity, ça va être, il y aura une partie obligataire et une partie optionnelle. Donc, en fait, à partir du moment où tu combines ces choses-là dans un produit, ça devient un exotique juste parce qu'il y a une combinaison de produits différents. d'accord, ok, ok, j'avais pas en tête. Super, bah merci beaucoup. Du coup, les grandes familles de dérivés, ce qu'on a mis là, les produits vanille, donc les contrats à terme, les futurs forward, ça on va expliquer, du coup je te laisserai expliquer, mais ça ce qu'on va détailler et c'est intéressant. Les options, là on va essayer de détailler plusieurs types d'options, etc. Et les autres, donc c'est là où on retrouve les exos, les swaps, si tu pourras expliquer après. Globalement, c'est un peu ça qu'on va descendre aujourd'hui. Et j'avais rajouté à gauche qu'on distingue les produits à terme ferme. Enfin, oui, c'est à terme ferme. C'est-à-dire c'est un engagement, on s'engage à... bah, c'est un engagement tout court. Et les options, où là on se réserve le droit de réaliser ce qu'il y a dans le contrat ou pas. Si je ne me trompe pas, c'est ça, en gros. Ouais. Ok. Et bah, on est parti du coup. Je te laisserai peut-être écrire quelques trucs parce que du coup, entre tous les trucs, entre le live, les trucs et tout, c'est peut-être un peu plus chaud. Mais voilà, globalement, on a ce qu'on va traiter ce soir. Et la semaine pro, du coup, la structuration de produits. On va même essayer de descendre des brochures ensemble, etc. Donc là, vraiment, ça va être super intéressant. Mais pour avoir tout ce truc-là, il faut avoir la base. Et c'est pour ça que je voulais faire d'abord un live produit dérivé. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat et tout, ou si c'est clair pour vous. Et puis on est parti. Du coup, contrat à terme, futur Euh, forward, tout ça, comment ça structure, comment ça marche. Si t'es OK, Nicolas. ouais. Ouais, il y avait aussi la notion de swap versus de produit listé. Je pense qu'il est intéressant à comprendre avant même de parler de toutes ces choses-là. Euh, Parce qu'en gros, il y a deux façons de traiter un produit dérivé. J'en vois pas de trois. Je te coupe, désolé, j'ai une question dans le chat. Un produit structuré juridiquement parlant, il est considéré comme un contrat financier, donc. Euh, oui, Bah ouais. oui, c'est un contrat, oui. En fait, ouais, ton produit structuré, tu peux pas aller l'acheter sur une place de marché. Tu peux pas. Enfin, si tu pourrais techniquement, mais c'est pas un produit. C'est vraiment un contrat, en fait.
Ouais, c'est un contrat où tu connais le scénario à l'avance, tout est défini. Et oui, dans la structuration, si c'est structuration à dériver, c'est un contrat. Voilà. Tu peux, mais ça passe par un CGP. Tu peux le trader directement sur des places de marché. Non, tu peux pas le trader directement sur des places de marché. Comme il n'y a Même pas si, vraiment un enfin si, marché, en techniquement fait. Il tu n'y a pas un peux. Et marché. d'ailleurs, il y a des plateformes qui sont en train de le faire en ce moment. Mais bon, ouais, c'est bancal en vrai comme truc. À Non, mais il moins n'y a pas que de tu aies marché. d'autres infos. Parce que ton produit structuré, tu l'achètes et tu le revends à ton émetteur à chaque fois. Ouais, chambre de compensation, exactement, ouais. Euh, C'est encore autre chose, ça. ouais, oui, mais bon, la plupart du temps, dans la structuration du produit, tu vas passer par une chambre de compensation, non? Si tu n'es pas OTC. Une chambre de compensation, mais une chambre de compensation, c'est juste l'entité entre les différentes parties pour s'assurer que les obligations d'achat et de vente sont Ouais, c'est juste bien réglementaire en définies. vrai. Ouais, c'est juste une entité centralisée un peu. Euh, mais toi, tu n'interagis pas avec la chambre de compensation. Ça se fait en background, en fait. Ouais, c'est juste réglementaire pour s'assurer que tous les acteurs qui ont structuré le produit n'ont pas fait nimp, quoi. En vrai, c'est ça. Enfin, ou qui ont En gros, traité le ouais, truc, qui ont créé le produit, quoi. ça peut s'expliquer comme ça, ouais. Ok, voilà. Mais oui, il y a des plateformes où tu peux en gros acheter tes produits sans CGP. Ça commence à se faire, ou sans banque en tout cas, directement via la plateforme. C'est la plateforme qui va jouer le rôle en gros de retail, enfin de mec qui va te vendre le produit, quoi. Mais Mhm. c'est en train de se développer. C'est un peu dark encore. Enfin, ça. Non, mais je pense que de l'interface, ça ressemble un peu à ça. Mais une fois que tu as cliqué sur acheter le produit, que tu veux mettre 1 million dedans, le contrat que tu as, il est entre toi et le broker. Et le broker, il doit avoir un contrat avec une banque. Donc, ça reste le format classique, juste Ouais. l'interface un peu simplifiée. Mais tu as toujours cette notion de contrat. Bah, de toute façon, j'ai jamais vu qu'on pouvait le trader directement sur un exchange. Enfin, c'est pas Ah possible, non, si. c'est Ouais, pas c'est des produits impossible, ouais. listés, c'est des produits exotiques. Il y a pas de, tu peux pas trader de produits exotiques. Enfin, tu peux Et les traiter, mais en OTC, quoi. Donc, le mec avec qui tu l'achètes et tu le revends, c'est le gars qui te l'a fait, quoi. ouais, oui, ok, ouais. Je Et vois tu peux très pas bien. revendre un produit structuré City à Natixis. Ouais, mais comme n'importe quel autre produit exo, en vrai. Enfin, du coup, ça marche pareil. Ouais, bah, oui, en fait, c'est parce que c'est un contrat de gré à gré. Ça reste un produit structuré, ça reste du gré à gré. C'est un contrat que tu as entre toi et l'émetteur. Ouais. Bon, bah ça, du coup, de toute façon, on va tout détailler la semaine pro. Même descendre des brochures, comment ça marche. Il va raconter aussi son expérience, Nicolas, parce qu'il était là-bas quand ils ont créé les produits. Enfin, il était chez City quand les produits à décrément ont été inventés. Et aujourd'hui, c'est une grosse part de marché, je pense, les produits à décrément, en vrai. Et du coup, c'est important à comprendre. Voilà. Du coup, on reprend la base. Tu voulais rajouter quelque chose, du coup, avant de rentrer là-dedans. T'étais parti. Donc, mais c'est intéressant, on a eu des questions dans le chat, donc c'est cool. Merci beaucoup pour les questions, d'ailleurs. Ouais, je disais juste, ouais, enfin, c'est vraiment de comprendre que du coup, ouais, il y a des contrats gré à gré. Donc, c'est ton option, ton futur ou ton autre produit, tu peux le faire soit sur une place de marché, soit donc une place de marché, c'est-à-dire on va tous les deux se retrouver sur un exchange, mais sans se connaître. Je vais placer mon ordre, tu vas me le prendre et on aura un contrat. Mais en fait, le contrat, il sera entre toi et moi, mais il sera surtout régi par une clearing house, donc une chambre de compensation. Et donc par aussi les brokers, par aussi l'exchange. Enfin, il y a énormément d'acteurs qui rentrent en jeu dans la transaction, mais nous, on n'a pas à s'en soucier parce qu'on a juste un broker qui vérifie qu'on a de la marge et qu'on a de quoi remplir nos obligations. Donc ça, c'est un exchange. Donc tu vois, typiquement en finance, je sais pas, aux States, tu as le ICE Exchange pour les dérivés sur les commodities, tu as le CBOE où tu as la plupart des futurs sur les stocks, il me semble. Mais c'est des exchanges auxquels tout le monde peut accéder par le biais d'un broker, mais quasiment tout le monde traite comme ça. Et en fait, donc il y a une grosse partie du flux qui passe par là. Mais le marché qui est le plus gros et qui est le moins connu du monde, c'est le marché gré à gré parce que ça se passe entre des contreparties financières. Tu vois, ça va être typiquement ton broker qui va chercher un produit chez Goldman Sachs pour te le vendre derrière. Ça reste de l'OTC, du gré à gré. Et en fait, il faut comprendre que le marché entier, enfin, toutes les institutions financières, elles traitent surtout en gré à gré. Donc, c'est-à-dire, il y a quelqu'un à la fin qui va sans doute aller acheter l'action, tu veux faire un contrat sur Total. Il y a peut-être le banquier à la fin de la chaîne de valeur qui va finir par acheter les actions sur Total. Mais entre-temps, il aura peut-être vendu des swaps sur Total à un hedge fund, à un asset manager, à je ne sais pas quel high net worth qui est à banque privée. Il y a une grosse partie des transactions qui se font en swap. Donc, c'est Ok, du gré. swap, est-ce que tu peux expliquer d'ailleurs ce que c'est
Swap, ça veut tout et rien dire. C'est un peu un. Enfin, je crois qu'il y a une définition précise, mais en gros, n'importe quel contrat qui se fait de gré à gré, ça peut être considéré comme un swap. Swap, ça veut juste dire tu vas faire un échange de flux en fonction d'un scénario de sous-jacent. Pour moi, les swaps, l'utilité que j'en avais dans ma tête, mais peut-être je me trompe, c'était par exemple, tu trades une oblig, je sais pas, une obligato fixe et une obligato variable en fait. Enfin, pour transformer une obligato fixe en obligato variable par exemple, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça peut être le cas par exemple? Ok, donc c'est. Ok. Tu peux le faire sur n'importe quel sous-jacent, en fait, comme je disais. Donc, je parle des actions parce que c'est un marché que tu connais mieux euh, et il y a beaucoup de flux là-dedans, mais et genre, il y a plus de swaps échangés sur les actions qu'il y a d'actions échangées. Et je crois que c'est un facteur de 10 ou 15. Ok. Pour une classe d'actifs qui fait genre 1 trillion de dollars, il y a 15 trillions de dollars de swaps échangés, de notionnels de swap, quoi. Euh, mais ouais, par exemple, dans le marché des taux, tu ne traites pas un taux parce que ça n'existe pas un taux. En fait, ce que tu traites, c'est un contrat sur ce taux. Et ça Où va tu souvent être fixes un la swap valeur. parce que c'est pas de marché. Du coup, tu as deux parties qui se mettent d'accord sur une valeur du taux et qui le fixent via un swap, c'est ça? Pour pouvoir Ouais, suivre. Ok, c'est bon, j'ai en tête. Eh ben, super. Ça, on peut peut-être. Je le noterai après. De toute façon, je vais la reprendre la map. Je vais tout noter. On va noter l'essentiel ici et tout le reste, je vais reprendre. Voilà. Et ensuite, les contrats, du coup, ça, ce que tu as mis. Donc, il y a les contrats à terme, future forward. Ça, on va Mm. revenir aussi dessus, je pense. Comment ça fonctionne, ce que c'est. Ça a peut-être moins d'impact sur un produit structuré, quoique peut-être. Mais voilà. C'est pas uniquement swap sur taux variable et taux fixe pour se hedger. La question dans le chat. C'est pas une. J'ai pas compris la question. T'as compris, Nicolas, ou pas? C'est pas uniquement swap sur taux variable. En fait, tu peux faire tellement de. Je sais pas ce qu'il veut dire parce qu'il y a. Un swap, ça veut dire énormément de choses. Euh, C'est une couche. En vrai, c'est une couche que tu ajoutes à un produit, quoi. En gros, faut le voir comme une couche en plus, non? non, C'est. mais le swap, c'est le produit dans ce cas-là. Tu vois, c'est le fait de dire un taux. Tu peux pas traiter un taux. Il y a pas de. Tu peux pas acheter ou vendre un taux. Mais si tu penses qu'un taux va monter ou descendre, tu appelles ton banquier, enfin une contrepartie en tout cas qui va être capable de te faire un swap, et tu lui dis, mec, je veux, je sais pas, le taux des obligations françaises, je pense qu'il va baisser. Donc j'aimerais te vendre ce swap. Et en fait, tu vas prédéfinir plein de choses dans ce contrat de swap. Tu vas dire tous les 3 mois en fonction du taux réel versus le taux qu'on aura fixé au début, bah, il y aura un échange d'argent qui va correspondre à la différence. Et donc tu peux faire un contrat sur un swap comme ça. Dans ce cas-là, ça serait ça, c'est plus comme une assurance en vrai. Enfin, c'est un genre tu vas payer une prime tant que le taux baisse pas et le jour où le taux baisse, tu gagnes. Enfin, c'est la banque qui te le Ouais. rembourse quoi. Ouais, ça peut être ça, ça peut être sur des monnaies, ça peut être sur absolument tout ce que tu imagines. Et en fait, il y a même des swaps où c'est des produits beaucoup plus compliqués. Tu vois, genre tu veux traiter un indice avec. Tu as une banque qui a créé un indice, tu veux traiter l'indice avec eux. Euh, Bah, en fait, l'indice, ça veut rien dire. Tu vois, un indice, c'est juste des valeurs. Genre le CAC 40, tu vois, ça n'existe pas. Ouais. C'est un indice. C'est genre, il y a une formule de calcul qui te dit comment voir les 40 actions les plus grosses actions de France. Ça te donne la formule du CAC 40. Mais tu veux acheter le CAC 40. En fait, tu pourrais aller sur une place de marché et payer un ETF à Amundi ou à BlackRock, ou tu pourrais appeler Goldman et dire j'ai envie d'être long CAC 40. Et ils vont te dire bah, soit on t'achète un panier d'actions 40, on te les livre, tu vois, sur ton custodian d'actions, soit on te fait un swap. Et le swap du coup va permettre de donner un prix à ça et de créer un contrat entre deux parties, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est une question Pour trader un truc d'optimisation de qui la est marge. pas En fait, tradable à la c'est base vraiment quoi. tout est faisable dans un swap, tout existe. Donc, faut pas se limiter au concept de taux. C'est vraiment juste le fait de dériver c'est un produit dérivé, donc tu dérives la valeur de ton swap euh, d'un sous-jacent, qui peut être n'importe quoi. Ça peut être un panier, ça peut être une action, ça peut être un taux, ça peut être des monnaies, ça peut être une ou deux monnaies du coup pour faire un taux de change, ça peut être une commodité, ça peut être un index, tu vois, ça peut être des index ultra complexes comme des index ultra simples. Enfin, il y a tout qui est possible. Et le swap, en fait, c'est une façon de dire, bah, comme tu peux pas traiter le sous-jacent et il n'y a pas de marché forcément comme les futurs ou les options pour le faire sur une place de marché, tu es obligé de le faire avec une contrepartie, donc tu fais un contrat entre toi et lui. Ok, très clair. Enfin, pour moi c'est clair. Est-ce que dans le chat c'est clair? Et si c'est clair, dans ce cas-là, on avance.
Sur les contrats à terme, pourquoi pas, ça te va, Nicolas? Future forward. Ouais, Du coup, ce que c'est, comment ça marche, à quoi ça sert, globalement. ouais, un contrat à terme, donc je pense, que ça va être le produit le plus simple et qui parle sans doute à le plus de monde parce que c'est le contrat vraiment basique, quoi. Un Mais contrat à terme, tu vas choisir un sous-jacent. c'est ce En fait, pourquoi les produits dérivés ont été inventés à la base, non? Enfin, si je me trompe pas, je crois. ouais, j'imagine. Parce que ça permet de te couvrir contre un risque réel, quoi. Je veux dire, non, si je me trompe pas, c'est ça, quoi. Ça peut servir à des milliards de trucs, Ok, bah vas-y, notamment à définir contre un risque. je t'écoute. Hmm. Bah, le contrat à terme, c'est un produit où tu vas juste fixer un. Donc, il y a un sous-jacent, il y a une maturité et il y a un prix. Un strike, on va dire strike. Et en gros, l'idée, c'est de dire, je sais pas, tu vois, tu veux acheter. Toi, tu es un mineur d'or. L'or, actuellement, il vaut, je sais pas, 4000 le gramme ou le kilo. Enfin, bref, le prix de l'or actuel, c'est 4000. Mais dans un an, tu sais pas qu'est-ce que c'est le prix. Et donc, une des façons de se hedger contre cette baisse, notamment, enfin, l'idée, ça va juste être de dire, bah, je vais acheter un futur sur l'or. Et le futur, c'est un contrat qui te donne l'obligation d'acheter un sous-jacent à un prix donné. Alors attends, parce que là, je galère à écrire avec tous les écrans, je vois rien. Tu vois ce que j'écris ou pas en même temps, Nicolas? Non, je suis pas sur la bonne fenêtre, je crois. Si, t'es dessus là, moi je te vois en tout cas. Oui, ok, ouais. On fixe un prix sur un sous-jacent qui fluctue et pour se hedger contre une potentielle baisse, on va acheter un futur En fait, sur un dans- futur, juste en deux mots, c'est un contrat dans lequel tu t'engages d'acheter ou de vendre un actif à une date future à un prix fixé. à acheter un actif euh, à une date fixe sur une valeur future, c'est ça en gros? Ouais, À une date fixée sur une valeur future. En gros, c'est ça. Bam, c'est là. c'est ça. Et en fait, Faudra là, que je le remette. pourquoi sur la map, on a mis contrat à terme, futur et forward, c'est parce que c'est la même chose, Ah en gros, merde. le futur et le forward. C'est juste que le forward, c'est pas un contrat standardisé. Le forward, c'est un peu la version OTC du futur. Et un futur, c'est un contrat qui est standardisé, c'est-à-dire que tu peux le traiter sur une place de marché. Mais c'est la même, la même conception en gros entre les deux. En future forward, tout est pareil. C'est pareil. Ouais, en gros, le futur, c'est juste un. Enfin, le forward, c'est plus le. En fait, les futurs sont des forwards, par définition. Mais le forward, ça va être un contrat OTC. Ça veut dire il est personnalisable et il n'est pas standardisé. Tu peux pas. Si tu achètes un forward à Goldman sur le pétrole pendant un an, tu veux me filer ce forward ou tu veux me le vendre, c'est une galère, tu vois. Il faut qu'on appelle des notaires, des avocats et tout. C'est pas un vrai contrat. Alors que si tu achètes un futur sur le marché et que tu veux le revendre, bah, tu le revends au marché. Il y a une question encore dans le chat, c'est trop bien, on a plein de questions, c'est génial. Enfin, c'est beaucoup les mêmes qui reviennent, mais c'est trop cool, j'adore. Il y a un horizon moyen sur un futur en général où ça dépend selon le sous-jacent. Euh, Il y a pas d'horizon moyen, quoi. Ça dépend, tu vois. En gros, tu vois, typiquement sur des classes d'actifs comme les commodities, les matières premières, on va regarder beaucoup des échéances, tu vois. Donc, on va regarder souvent le prix du futur à 3 mois, le prix du futur à 6 mois, le prix du futur à un an, euh, à un mois, j'imagine. Des trucs comme ça, mais il y a tous les marchés qui existent, quoi. Je pense, euh, je pense sur les commodes, il va y avoir des échéances toutes les semaines de futur. Et les futurs, c'est parce que c'est des contrats standardisés, donc il faut qu'il y ait une clearinghouse, il faut qu'il y ait un exchange, etc. Sur un swap, tu vas à Goldman et tu dis je veux un swap sur le gold qui expire, je sais pas, le jour de mon anniversaire. Bah, ils vont te le faire parce que c'est un contrat qui est personnalisable. Ok, très clair. Moi, du coup, j'ai juste retenu voilà, futur standardisé, forward, degré à gré, OTC. Ouais, voilà, c'est ça le truc à retenir en fait. Et le futur, il t'oblige à acheter le sous-jacent. Donc si tu as acheté ton futur et que tu le détiens jusqu'à expiration, bah, tu devras acheter le sous-jacent.
Ok, alors que le forward, pas forcément, ça dépend de ce que tu as conclu avec la partie, la contrepartie, quoi, en gros. En fait, ouais, le forward, comme c'est OTC, tu peux juste échanger, tu vois, il peut y avoir un règlement en cash ou il peut y avoir un règlement en physique. Ça veut dire, ça se trouve dans le contrat que tu as défini avec ta contrepartie OTC. Tu peux juste te dire, bah, à l'expiration, regarde le prix du spot, le prix réel du sous-jacent, qui dépend de je sais pas quoi, du marché. Euh, et en fonction de la valeur du futur de notre forward par rapport à ce prix, on a un échange de monnaie, tu vois. Pas besoin de me livrer du pétrole. Quasiment toute la finance aujourd'hui, elle repose pas sur des sous-jacents physiques, elle repose sur des sous-jacents, enfin, elle repose sur des livraisons en cash. Ok, très clair. Pour moi c'est good. Les swaps, on a déjà dit, du coup, je vais noter après. Et ensuite, on arrive sur les options. Voilà, Ouais, si je peux dire. t'es bon sur les futurs, tu veux pas faire les plus de futurs? Bah si, si, tu peux. En vrai, tu peux développer. Il y a tellement de trucs à dire, mais le truc, c'est que je sais pas combien de temps ça prendrait de tout développer, parce que je pense que les exotiques, ça prend déjà longtemps. Les Ouais. options, on peut dire beaucoup de choses. Les futurs, si tu as plein de choses à dire, moi je suis ok pour noter plein de trucs. Si tu veux, je suis chaud. Tu peux prendre un exemple même, ou enfin voilà. Moi j'adore là, tout ce que tu racontes, j'adore. Donc euh, sens-toi libre, dis-nous tout. Le but c'est que tu nous apprennes des choses, Ouais, donc c'est bah cool. les futurs, en fait, donc comme je disais, il y en a, pareil, tu peux en faire sur quasiment tout. Enfin, il y a des futurs Nasdaq, il y a des futurs actions, il y a surtout des futurs pour les commodités, parce que c'est des produits qui sont galères à traiter et qui ont des coûts. Euh, et tu vas pas aller, comme je disais, tu vois, tu vas pas acheter du pétrole, tu vas acheter des futurs sur le pétrole, tu veux spéculer à la hausse au pétrole. Tu as plein de façons de le faire, mais la plus simple, ça va être de longue à futur, parce que tu as accès à ce marché-là. Et par exemple, dans le cadre d'un futur, ça se passe comment contractuellement? Je veux dire, quand tu veux long quelque chose, par exemple. Mhm. Ça se passe dans la structuration du truc? Par exemple, moi, je veux long, je sais pas, mais n'importe quoi, une commodity, ben, tu vois, une commo, enfin, sur le prix de l'or, par exemple. Je suis long sur l'or. Comment je structure un futures là-dessus? Ça va être quoi la structuration du truc pour que moi, je sois gagnant si l'or monte? En gros, tu vas fixer ton contrat à une date donnée. Genre, aujourd'hui, on va prendre le cours de l'or. Je vais acheter mon contrat aujourd'hui en disant je parie que le cours de l'or, ça sera ça dans quelques temps. En gros, c'est ça? Non. Ok, donc j'ai pas compris à ce compte-là. Tu penses que le prix de l'or va monter, tu achètes le futur, en fait. Ouais, t'achètes, mais ton futur, le contrat, ça va être, tu le fixes à une date donnée, aujourd'hui, et on va dire, ben, dans le contrat, tu dis, je pense que l'or va valoir tant plus tard, c'est pas ça? Bah non, le prix de ton futur, c'est le prix actuel. Enfin, c'est le prix du marché, tu vois. Genre, le prix de l'or, le prix du futur, il est à peu près égal à l'or, tu vois, au prix spot. Il y en a un qui dit Euh, dans le chat, tu vends le futur car le prix va monter. Mais non, je peux être long en achetant le futur. Bah ouais, t'es long en achetant le futur. Et en fait, le prix de ton futur, il est proche du prix de ton or. Ok. Et donc si ça monte, ton futur monte parce que ouais, c'est comme si tu achetais de l'or normal. Le futur dans ce cas-là, il sert juste à trader un truc qui est pas tradable de base, non? C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Ah, bah, ok, j'avais pas le Juste truc. que t'as juste une maturité, quoi. Et en fait, en général, des fois, tu vois, tu as un écart entre le prix de ton futur et le prix de ton spot. C'est les concepts de contango et de backwardation qui sont hyper importants en commodité et hyper compliqués pour les gens qui sont pas en commodité. Mais en gros, tu vois, tu as des sous-jacents sur lesquels le futur, il est plus grand que le spot. Euh, Le futur parce coûte que plus c'est... cher que le spot, c'est ça que tu es en train de dire? Ouais. Pourquoi? C'est Bah, quoi en le gros, concept? Comment ça s'appelle? contango et backwardation. Ok, j'ai pas la ref de tout ça. Ah ouais? Non. Euh, Bah, moi, c'est un truc Enfin, vraiment, ça me fait. j'entends le nom, j'ai déjà entendu forcément, mais je comprends pas ce que c'est quoi. Mais en gros, la plupart des marchés sont en contango et backwardation, c'est l'inverse. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as un actif comme je sais pas, comme le pétrole, tu as des coûts euh, de stockage, tu as des coûts de livraison, tu as plein de coûts que ça entraîne. Et, euh, et dans ce cas-là, ça va être en général plus simple de hold le futur que de hold le sous-jacent. Ouais, oui, oui, jusque-là, ok. Et du coup, ah oui, c'est pour ça que ça va être, comme c'est plus.
tangible, plus, je sais pas si on peut dire liquide, mais je vois l'idée quoi. Ça a un prix, c'est ça? Ouais, en fait, ça va souvent être la différence. Et le truc, c'est que il y a des phénomènes parfois où le prix, la courbe s'inverse, tu vois, où genre c'est plus intéressant de le pétrole de 3 mois que le pétrole 6 mois, des choses comme ça. Le pétrole, typiquement, le contrat futur. euh, je me suis aventuré sur un terrain glissant. En fait, j'aurais même fait de me taire sur ça. C'est un truc dont ma meuf, elle travaille en commodities, donc c'est son full-time job, ce truc de comptable et de backwardation. Euh, Ta copine, elle est chez Goldman pour recentrer, c'est pour ça que tu disais, du coup, elle captera forcément ce concept-là. ouais, bah, elle, en fait, c'est ça, tu vois, c'est l'histoire de taux, enfin, de courbe de taux, genre, est-ce que le pétrole à 3 mois est plus intéressant que le pétrole à 6 mois, des choses comme ça. Et c'est dû à ces phénomènes-là de contango, de backwardation. Ok, Et bon, ça à creuser, parce quand que ton futur, il est plus cher que ton spot, donc tu vois, ça peut être un cas où, je sais pas, euh, le future price, il est expecté d'être plus cher que le spot le price du spot. En fait, tu peux déjà le voir comme le coût de ton leverage, parce que les futurs, c'est des contrats qui t'offrent la possibilité d'avoir du leverage. Donc, ouais. c'est le coût du leverage. Euh, Ah, à mais la du coup, fin, à expiration enfin, plus tu approches de la date de terme du futur, plus le prix de ton futur va tendre vers le prix spot, non? ouais, correct, ça converge. Ok. Parce que Oh, ton futur dans une seconde, tu vois, le prix de ton actif dans une seconde, c'est le même prix, forcément. ouais, ouais, ouais. Donc, le prix dans 3 mois, il y a un peu une différence parce que justement, tu as des coûts qui sont liés au fait de hold l'asset pendant 3 mois. Ok. Ouais, ça, j'avais en tête le truc de euh, quand tu arrives au terme de ton futur ou de ton forward, enfin n'importe, ça converge vers le prix spot. Mais j'avais pas l'idée que. Donc, plus le contrat est long, plus le prix spot et le prix du futur vont être éloignés, entre guillemets. Ouais, c'est possible. Ok. Enfin, il y a des chances, ouais. Ok. Bah, du coup, j'ai compris. Mais faut que je creuse du coup les deux termes que tu as dit, je vais les noter juste en dessous là. C'était quoi? Comment ça se. Tu peux les écrire s'il te plaît, parce que je sais même pas comment ça s'écrit en vrai. Genre quelque part au pif, on s'en fout. Tu mets texte, tu vois, ou texte c'est là. Ouais, c'est une notion assez importante, mais ça joue pas pour tout, tu vois. Euh, En fait, il y a à la fois la différence entre le prix du futur et le prix du spot, mais il y a aussi le concept de est-ce que ton prix, tu regardes des échéances différentes, genre 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, le prix va suivre une courbe, en fait. Enfin, l'écart entre ton spot et ton futur, il va suivre une courbe. Ok. Donc, est-ce qu'il est de plus en plus cher quand tu t'éloignes ou de moins en moins cher versus le spot? Ok, coût du leverage plus coût de facilité, on va dire, d'échange du produit, quoi, par rapport à un produit physique, de ce que je comprends. Ouais, en gros, ouais. Enfin, hors contrat, on va dire. Ok, ça marche. Et forward, c'est la même chose, mais du coup, de gré à gré. J'imagine qu'il y a les mêmes mécanismes. Contango, Barquadation, j'imagine que c'est la même chose. Mais Ouais, mais après, comme le forward, tu le négocies en gré à gré, bah, t'as pas vraiment de. Enfin, après, tu peux appeler ton banquier et dire je veux te faire un contrat sur le pétrole 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois, montre-moi les prix, tu vois, tu vas avoir la même courbe ok, ouais, ouais, bah oui, oui, du pour coup, le ça tient. futur. Ok, Parce qu'au final, tu vas demander ce truc-là, tu vas demander à ton banquier de te faire un contrat hyper qui ressemble aux contrats qui sont traitables sur le marché live de futur. Euh, Bah, en fait, lui, il va juste regarder le marché des futurs, il va te pricer ça plus un spread, quoi. ouais, ouais, ok, non, mais pour moi, c'est clair, du coup, avec les explications, pas avant, donc c'est cool, j'ai appris des trucs. Faudra juste que je creuse ça, du coup, Contango, etc. Mais ça me parlait la notion, mais j'avais pas du tout les termes et tout. Bon, après, c'est pas mon domaine, donc c'est normal. Et je pense qu'on est bon sur les futurs, non? À moins que tu veux encore rajouter des trucs. Peut-être il y a des trucs à creuser, il y a des trucs à savoir sur des Hmm. terrains moins glissants, sur les trucs que tu as plus l'habitude de faire. Enfin, en tout cas, ça, tu avais l'habitude avant, c'est juste que tu n'es plus dedans maintenant, parce que tu es passé du côté crypto et que ça te parle peut-être moins. Mais s'il y a des trucs que tu veux rajouter sur les forwards, les futurs, c'est cool encore. Ouais, bah, il y a un truc intéressant, je pense, qui va peut-être parler à plus de monde, justement, c'est sur les cryptos. On n'a quasiment pas de futur en crypto parce qu'on a des contrats perpétuels. Et en Ouais, fait, alors ça, la notion de contrat perpétuel, moi j'ai essayé de creuser et je comprends toujours pas en fait comment tu peux fixer un prix sur un. Enfin, ouais, je comprends pas comment ça marche en vrai.
Ouais, bah c'est intéressant. Ouais. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont déjà traité des perps, on dit des perps, c'est des contrats perpétuels, sans trop savoir pourquoi ils faisaient ça. Et en fait, l'idée, c'est tout simplement, euh, la crypto, tu vois, il y a plein de blockchains, il y a plein d'actifs, il y a plein de coins. Enfin, tu peux les faire bouger, mais ils bougent tous d'une façon différente, en gros. Ouais. Donc comment tu spécules sur la crypto, soit tu vas sur un exchange comme, je sais pas, Coinbase, où tu peux échanger vraiment de la crypto. Donc, j'achète un Bitcoin, il y a un mec qui met un Bitcoin, et ben, je lui achète son Bitcoin, je peux le retirer et aller l'utiliser pour acheter des pizzas. Euh, mais ça devient extrêmement complexe de faire ça parce que tu as des milliards de complexités de blockchain, d'actifs différents. Donc la façon la plus intelligente de spéculer sur ça, c'est de faire des futurs. Parce que c'est ce qui a toujours existé pour les actifs qui sont pas évidents à transporter. Sauf que très rapidement, en crypto, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas trop d'intérêt à avoir des futurs, vu que le prix dans 3 mois d'un actif, ça allait être le même prix qu'aujourd'hui, quoi. Il n'y a quasiment pas de coût de delivery, il n'y a quasiment pas de coût de stockage, il n'y a même pas de coût de stockage techniquement. Donc plutôt que de faire un futur et d'être obligé de rouler sa position, parce que si tu es long en actif tu vas être long pendant un an, tu vas devoir acheter le futur un an, tu vois, mais Mhm. si tu n'as pas le marché, tu vas devoir gérer plusieurs expirations, tu vas devoir gérer les futurs 3 mois, les futurs 6 mois. Donc en fait, tu fragmentes la liquidité en faisant beaucoup plus de contrats que nécessaire, alors qu'au final, le prix, ça devrait être le même partout, tu vois. Il n'y a pas Ok. plus d'incentive à acheter le Bitcoin 3 max 6 mois. Donc il y a des mecs, ils ont dit, on va inventer un contrat qui est perpétuel, et en fait, c'est un futur qui expire jamais. Et Ouais, mais c'est comment quoi ça le prix? marche? Comment tu fixes un prix d'un truc qui expire jamais? C'est ça, moi. Parce que ça existe sur les obliges aussi, je crois. Tu vois, les obligations perpétuelles. Genre, il y a des États qui émettent des obliges perpétuelles et tout, hein. Ah Mais ouais? je sais pas comment c'est possible. Bah, en fait, c'est tout con, c'est juste on rajoute un mécanisme au futur, on rajoute le concept de funding. Et en fait, le funding, ça va être le coût de ton leverage. Donc, enfin, c'est pas la meilleure façon de l'expliquer. Le funding, c'est juste le. En gros, tu vois, disons, on a un contrat sur un actif qui coûte 100. Le prix spot, c'est 100. Tu vois, genre, c'est le prix du marché sur toutes les places de marché existantes. Le prix de ce spot, c'est 100. Si on commence à spéculer dessus avec un contrat perpétuel, euh, moi, je t'achète ce contrat perpétuel, et sauf que je mets un paquet d'argent, tu vois, je me leverage comme un porc, Ouais. et toi, tu me le vends. Et en gros, si on commence à faire décaler le marché par rapport au prix du spot, donc le prix du futur, tellement je t'ai allumé ton order book, il devient 101 au lieu de 100, on a un décalage, tu vois, avec le prix réel. Ouais. Et là, tu me dis pourquoi, comment on fait pour le maintenir? Et ben, la réponse, c'est simple, c'est qu'il y a le concept de funding. Le funding, c'est calculé comment? C'est un taux que les mecs qui sont longs de ce produit vont payer aux mecs qui sont short. Et dans certaines situations, le funding, il est négatif, donc c'est les shorts qui payent les longs. Et en fait, je te paye, c'est une formule, je ne l'ai plus en tête, mais en gros, c'est une formule qui dépend de la différence de prix entre le prix actuel de ce contrat perpétuel et le prix du spot. Ok. Mais dans ce cas-là, enfin, je veux dire, il faudrait vraiment qu'il y ait un gros. Comment toi, tu peux faire bouger. Oui, si tu en achètes beaucoup, ok, tu mets En fait, un gros si order book, t'achètes ça va faire bouger sur un un peu le petit prix. marché pas liquide, j'achète tellement de futurs que je vais faire décaler le prix. Ok. On va se retrouver à 101, mais je vais Ok. me retrouver à payer un funding monstrueux. Tu vois, si j'ai 1% de décalage entre mon spot et mon père, le funding, il va être genre 100% Mais le funding, c'est annualisé. quoi exactement? J'ai compris la notion, mais ça a quoi à voir avec du coup la notion de pers? C'est quoi le truc? Ça te permet. C'est pour maintenir le prix collé au prix du spot. Parce que plus le prix va se décaler, plus je vais te payer un funding élevé. Et en fait, plus tu auras intérêt à. Bah, toi, tu auras intérêt à le vendre. Et en fait, ça s'arbitre hyper Ouais. simplement. Et du coup, Parce que tu peux être ça va long faire. spot, tu Ça va peux être mettre de long la spot et pression short pour que le pair. prix soit égal, quoi. Ouais, en fait, toi, tu as le spot, tu as une unité de spot, et que tu vois que mon prix du futur, il a décalé de 1, bah, tu peux vendre le perp, tu vas collecter mon funding qui est monstrueux, Ouais. et in fine, ça va finir par converger. Donc, tu n'auras pas perdu d'argent si le futur, il rebaisse. Tu en auras même gagné en shortant le futur, et tu vas collecter le funding. Et donc, en fait, le marché de crypto, les taux de funding, ils sont maintenus par des centaines de traders et de boîtes de trading qui sont spécialisés dans dire, ah bah le marché il a décalé trop sur cet actif-là. Du coup, le taux de funding est important. Du coup, je vais shorter cet actif-là. Je peux me hedger ailleurs. Ok. Il y a plein de places de marché. Mais du coup, grâce à ce mécanisme de funding, tu as une incentive à aller shorter les marchés qui sont trop décalés par rapport au prix. Ou à aller long ceux qui sont trop en dessous. Ok, parce que tu sais que de toute façon, il y a une pression pour que le prix converge vers le prix. Ouais. Le prix converge tout le temps grâce au funding. Ok.
énorme. Ah, ça, je savais pas du tout, c'est trop bien. Mais ça, je pense qu'il y en a pas mal qui sont pas au courant en vrai. Tu peux le noter parce que je sais, moi je vais mettre une connerie si je le note, mais si tu peux noter juste cette notion-là et genre, enfin, spécifier que c'est que pour les cryptos, mais je trouve ça intéressant en vrai. Donc ça, on est d'accord que c'est que pour les cryptos. Enfin, la notion de funding et tout, ça marche en crypto essentiellement, quoi, en tout cas. Ouais, bah ouais, ils sont en train de regarder pour le faire en equity, parce que ça permet de faire énormément de choses. En fait, ça permet de faire des dérivés sur tout ce que tu veux, qui sont hyper, qui sont, bah, tu gagnes en liquidité déjà en faisant des contrats qui sont, parce qu'au lieu de faire des contrats 3 mois, 6 mois, 1 an, tu te prends plus la tête, t'as qu'un seul contrat. Et ça te permet de te leverager sur un actif. Donc le funding, c'est le coût de ton leverage en gros. Parce que si tu décales et que, enfin, tu vois, même si le prix c'est à peu près le même, tu as toujours un micro-écart. Et le Ouais. micro-écart, il est dû à quoi? Il est dû au fait que sur un perpétuel, je peux me leverage. Donc l'exchange, il va me prêter de l'argent pour spéculer plus que ma marge. Ok, Et en ça, gros, si, ça existe sur tous les exchanges crypto? quasiment, ouais. Ok, je savais même pas, d'accord. Stylé. Bah, il y a même des exchanges où il n'y a que des futurs perpétuels. Il y a des exchanges où il n'y a que du spot. Euh, mais là, il y a beaucoup plus de volume en perpétuel qu'en spot parce que le spot, c'est chiant, ça nécessite de devoir bouger des actifs. Il y a un gars qui dit dans le chat, bah, c'est le même que tout à l'heure, je crois que c'est les high frequency traders qui font en sorte de gérer les cours du marché en remplissant les order books pour faire varier le cours à leur faveur. Mais ça, c'est pas les. C'est pas plus. Enfin, moi, j'ai pas en tête ça. Par contre, ça va être les. Comme ce que faisait Benoît, quoi. Les Market maker. market makers qui vont réguler, ouais. Ouais, bah, c'est pareil. Les market makers, ils sont high frequency, mais t'as même des gars, je te jure, t'as des gars, ils ont des sites où juste ils regardent les différences de funding sur deux exchanges et ils disent, ah, le funding, il est décorrélé, là. Il y a eu trop de monde qui a voulu se leverage sur cet exchange-là. Donc, ils vont se mettre à vendre un futur sur un exchange et à l'acheter sur un autre. Et ils vont collecter la différence de funding. C'est pas, il n'y a pas une interview un peu célèbre de, comment il s'appelle, CEO de Ethereum, Buterin, Vitalik Buterin, Ouais. qui dit ça, qui dit il faut faire ça. Je crois que j'ai vu tourner un truc, en gros il dit bah, il y a le meilleur moyen en crypto en ce moment c'est juste t'achètes sur tel exchange, tu revends sur tel exchange et tu te fais ta marge quoi, enfin tu fais la diff quoi. Ouais, bah ça marchait facilement il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, t'es en compétition avec des milliards de mecs Qui font la même de chose. plus en plus sophistiqués. Donc, pour aller trouver une opportunité d'arbitrage comme ça, c'est pas évident. Mais le concept de funding, ouais, quand tu vois un actif qui est. En fait, des fois, ton funding, il peut être élevé parce qu'il y a juste une énorme demande de leverage. Il y a juste beaucoup de gens qui sont prêts à mettre plus d'argent que ce qu'ils ont pour être long de cet actif. Donc, ça va faire décorréler le funding. Et comme il n'y a pas assez de pression acheteuse sur l'actif spot sous-jacent, ça va décaler le prix. Donc, ça, tu pourrais avoir envie de shorter le futur. Mais si tu shortes le futur sans être long du spot, c'est pas hedgé en fait. Donc si le prix pourrait continuer de décorréler parce qu'il y a de la demande pour être long de cet actif, de la demande de leverage. Ouais, ok, très clair. Mais ça, en fait, tu vois, moi je l'ai en tête. Là, ça paraît logique quand tu l'expliques. Moi, je l'ai en tête parce que tu te vois bien que dans les différents exchanges, bah, les prix sont pas les mêmes. Mais je Mm. savais pas du tout que c'était dû à cette notion-là. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, tu vois. Non, le prix, c'est pas le même sur les exchanges parce que le prix, c'est pas le même, tu vois, c'est juste le prix du marché, il diffère d'un marché à un autre. Et le prix de ton futur, Oui, mais le prix de même ton quand tu. perp, pareil, tu vois, il est à peu près pareil et chaque exchange, il a sa façon différente de dire qu'est-ce que c'est le prix du spot. Donc, qu'est-ce que c'est le prix de référence que tu vas utiliser pour calculer ton funding, justement. Et du coup, ça fait varier le Euh, funding. ouais, et ça dépend aussi de l'offre et la demande sur cet exchange-là pour le perp. Ok. Ah, il y a un gars qui demande au LinkedIn sur le chat. Bah, le mien, c'est Arnaud Berrier, comme le nom du stream. Donc, facile à trouver. Et Nicolas, c'est pareil. Tu peux donner ton LinkedIn ou pas? Ouais, bah moi, le lien, c'est linkedin.com je crois, /in et /topboy, tout attaché, comme la série Netflix. Et bah voilà. Tu diras si tu trouves. Si tu trouves pas, si tu trouves, on te le redonnera. Je noterai le lien et je te l'enverrai. Mais normalement, tu dois trouver. Voilà. Ok. On est bon du coup là, je pense, sur les futurs forward. C'est cool. On a fait un bon petit tour déjà. Je pense, Ouais. si ça te va. Et on peut passer sur les options. Il y a un gros sujet en vrai sur les options, je pense. Du coup, la notion n'est pas du tout la même. Et, euh, et ça, c'est peut-être là où il y a le plus de liens avec les produits structurés, parce qu'il y a quand même une partie. C'est quoi ce LinkedIn de fou?
Et faut pas poser de questions, c'est les mecs dans la crypto, ça. Ouais, tu as le droit de changer ton URL LinkedIn, donc tu peux mettre le lien que tu veux. Et en plus, tu gardes ton lien de base, tu gardes ton lien. Moi, j'avais mon prénom et mon nom. Mais je me suis dit, je vais mettre celui-là vu que j'habite à Londres maintenant. Énorme. Ouais, du coup, les options. Ouais, les options. Je pense que c'est ce qu'on voit le plus en vrai dans un produit structuré, parce que la partie Ouais, optionnelle, elle se traite là-dessus, enfin, elle se crée là-dessus dans la structure. Voilà, peut-être faire une typologie des options et comment ça fonctionne. Un peu comme sur les futurs. Et si tu as, tu vois, deux, trois anecdotes, un peu comme ce qu'on a fait sur les futurs, je trouve ça trop cool. C'est là où je trouve que ça apporte de la valeur ajoutée. Et c'est là où j'apprends des trucs et où j'ai envie de creuser derrière. Tu vois, c'est l'idée. On peut pas tout traiter en 1 heure et demie de live. Par ouais, contre, ça peut donner des bases et des tips pour dire, ah, ouais, ça, clairement. personne va t'en parler. Là, tu peux aller creuser là-dessus, tu vois. Ouais, ouais, non, c'est un bon point. Bah, les options, du coup, en fait, ouais, ce qu'il faut retenir du futur, c'est que c'est un produit qu'on dit Delta One. Pourquoi? Parce que ton delta, c'est 1. Genre, ton sous-jacent, il bouge de 1, ton futur, il va bouger de 1, en général. Enfin, tout le temps, genre. Même si tu as des petites particularités qui font que tu as des différences de prix, etc., ton spot, il bouge de 1, ton futur, il bouge de 1. Delta One. Ok, Les options, c'est pas des produits linéaires, donc c'est pas Delta One, c'est tout est possible, tu vois. Et donc, une option, déjà, avant même de rentrer dans pourquoi le prix bouge de certaines façons, une option, c'est un produit, donc c'est un instrument financier qui te donne le droit d'acheter ou de vendre, en fonction de l'option, un sous-jacent à une date donnée, à un prix donné. Et donc là, c'est pas comme ton futur où le prix de ton futur 3 mois, c'est le prix du marché maintenant. Il y a une option pour n'importe quel enfin, pour ton sous-jacent, il y a une option pour n'importe quelle date et pour n'importe quel prix. Donc, tu as une grille un peu de produits possibles. pardon, j'étais en train de noter un truc en même temps. C'est compliqué à faire tout en même temps, ouais. Mais du coup, les options, tu disais, c'est bon, c'était à moi de suivre, tant pis au pire. Je te laisse continuer, c'est la qu'à suivre. Option, mec, je te l'écris là, c'est droit. Donc, c'est droit et pas obligation. Sur les futurs alertes à map. Droit, pas oblige. Acheter ou vendre à prix défini à une date donnée. Ou jusqu'à la date. Ok. Et en fait, ouais, déjà, en partant de ça, on peut expliquer chacun de ces concepts-là. Et ensuite, on peut rentrer dans le détail. Mais en gros, donc déjà, quand je dis droit et pas obligation, c'est pour ça qu'on dit c'est une option. Tu vois, tu as une option d'achat, tu achètes ton Ouais. option d'achat. Euh, si elle t'avantage pas, et bah, tu l'as perdu. Tu as juste perdu la prime que tu as payée pour l'acheter, mais tu ne vas pas l'exercer. Et on parle d'exercice dans le cas où tu veux acheter ou C'est vendre. un warrant, c'est ça? Non, un warrant, ça peut, mais un warrant, c'est encore différent. Un warrant, c'est juste un effet de levier sur un produit, quoi, en gros. Un warrant, c'est pas une option? De quoi? Un warrant, c'est pas une option, justement? Ouais. Bah, ça peut être une option, non? Je crois que c'est exactement une option, hein. En fait, un warrant, c'est un peu Un warrant, pour moi, c'est genre un effet de levier sur un produit, comme quand tu vas faire genre un CAC x2, un CAC x3. Tu vois, ça, c'est un warrant. T'as un dérivé d'un truc avec un effet de levier. Pour moi, ça, c'est un warrant, tu vois. Non, ouais, le warrant, en fait, c'est ouais, la petite spécificité. C'est vrai que j'avais vu ça. Le warrant, c'est un produit. En gros, derrière le warrant, tu as une option. Mais le warrant, c'est un produit qui est émis par une banque. Alors que l'option, moi, je peux émettre une option, tu vois. Ah, ok. Ah, j'avais pas en tête ça. Ok. En fait, on parle pas d'OTC, on parle pas de swap. Comme j'ai dit tout à l'heure, en swap, tu peux tout faire, ce que tu imagines. Il y a pas les options et les warrants, c'est des contrats standardisés. Ça veut dire que tu peux les échanger sur une place de marché. Euh, Sauf que moi, si je vais sur mon broker, là, sur Interactive Broker, et que je veux vendre un call, alors que j'ai rien, tu vois, juste ma marge, je peux vendre un call. Et il y a un gars, il va m'acheter mon call, et à l'expiration, il va me vendre son sous-jacent, s'il veut. Il va m'acheter son sous-jacent, parce qu'il aura acheté le call. Euh, Si je fais ça avec un warrant, l'émetteur de ce warrant, c'est pas moi ou quelqu'un d'autre, c'est une banque.
Ok, c'est juste ça la diff. Ok, j'avais pas en tête. Pour moi, c'était vraiment l'effet de levier sur le, sur l'actif sous-jacent, tu vois. Sur un single Bah ouais, parce sous-jacent, t'as un effet de en levier achetant sur ce un variant, autre. as un effet de levier, quoi. Oui, avec une option aussi, oui, c'est vrai. Ouais. Ok. C'est Euh, juste un produit où tu te simplifies tu te simplifies la structuration qui est derrière. Ouais, je crois qu'il y a des produits, tu vois, qui s'appellent les turbos sur Bourse Direct. En mode, tu vas acheter un truc x3 leverage. En fait, t'es pas juste leverage x3 derrière. Ce qu'il y a, c'est vraiment le gars, il a acheté une option parce que tu as des façons plus efficaces que d'emprunter de l'argent pour te leverage et ça va être d'acheter des options. Un warrant, c'est une option packagée en fait. C'est un produit oui, exotique. oui, ok, ok, c'est bon. C'est un produit exotique C'est dont on bon parle pour pas moi. souvent parce que moi, je t'avoue, j'ai jamais traité de warrant parce que je traitais déjà des options, mais c'est un produit exotique qui est basé sur des options. Ok, c'est cool. Merci pour l'explication. Encore Ça un répond. produit, tu vois, qu'on vend à des retails sans leur expliquer ce que c'est et qui en fait c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air. Après, c'est pas hyper dangereux, quoi, mais c'est des produits de leverage, quoi. Ouais, ok. Et enfin si, après il y a des trucs à regarder quand même. J'avais creusé un peu l'histoire justement sur les CAC x2, x3 ou les Nasdaq x2, x3. T'as quand même des trucs à creuser un peu plus loin. J'essaierai d'expliquer d'ailleurs ce que j'ai appris dessus. Mais en gros, quand Ouais, tu fais une perte, bah, c'est un principe de base, mais quand tu fais une perte de moins 10 sur ton produit, tu vois, faut faire un gain plus important dessus. Et comme les leverages sont faits à la journée régulièrement, en gros, chaque jour, tu vas acter une perte plus importante. Et du coup, pour rattraper le lendemain, il faut que chaque jour, tu aies un gain hyper important pour rattraper ta perte de la veille. En gros, je sais pas si c'est bien expliqué, je pense, j'ai mal expliqué, mais l'idée c'est là. C'est que tu vas toujours avoir un spread dans ce que tu gagnes et ce que tu perds. Et comme c'est journalier, bah, c'est super dur. D'ailleurs, sur les dernières années, j'avais regardé le Nasdaq x2 sous-performe le Nasdaq classique. ah ouais. Ouais, ce qui est un Parce que truc de les ouf pertes, quand même. elles allument trop les hausses. Ok, intéressant. À cause de ce principe-là. Mais j'arrive pas à l'expliquer bien, je suis trop fatigué, mais voilà. En fait, c'est parce que ton warrant, c'est pas juste un Nasdaq x2, c'est que derrière, tu as un panier d'options assez complexe géré par la banque et qu'ils le repackagent ou ils le refont chaque jour, tu vois. Ouais, bah c'est ça, mais bon, je suis pas rentré jusque-là, mais ouais, j'arrive pas à expliquer tout simplement, mais bon, l'idée c'était ça. J'ai expliqué il y a pas longtemps en plus, et là j'arrive plus à expliquer. Mais du coup, Euh, c'est un produit exotique. ouais, très clair, merci. Et ensuite, du coup, sur les options, je pense qu'on a encore plein de trucs à dire. Justement, dans la structuration d'un produit, ça on en parlera la semaine prochaine, mais même de manière globale sur les options, je pense qu'il y a encore plein de trucs à dire. Si tu peux développer. Ben, rien que dans les cryptos, je pense que ça marche encore différemment, peut-être aussi. Non, C'est pareil, c'est la même. c'est à peu près pareil, ouais. En Ok. fait, ce qu'il faut, ouais, tu vois là sur. Mais en fait, toi, tu vois la map là dans le live? Ouais, Ok. Parce que ouais, j'ai un peu écrit comme un cowboy. Mais en gros, acheter, c'est les calls. Tu as deux types d'options. Tu as les calls ou les puts. Ouais, c'est les deux gros trucs à retenir. Un call, c'est une option d'achat. Donc, je t'achète un call. mais on peut vendre un call aussi. Ouais, tu peux. Enfin, c'est un contrat, quoi. Tu peux l'acheter ou le vendre, c'est ton problème. Mais comme c'est pas un. T'as pas besoin de le détenir au préalable pour le vendre. Si tu le vends, en fait, c'est toi qui. On dit en anglais overwrite. Donc, ça veut dire que tu émets, en fait. Tu peux émettre un call ou un put. Mais la question, c'est est-ce que tu as la marge pour assumer derrière? C'est-à-dire. Eh ben, laisse-moi expliquer ces trois autres points-là, le prix et la date, Ok, et je t'explique. En ok. gros, donc voilà, tu as ton option, donc genre, si tu veux acheter un sous-jacent, bah, tu vas acheter un call. Tu es long du sous-jacent, tu vas acheter un call, tu vois, pour faire simple. Un prix défini, c'est le strike. Et donc ça, plus tu es... t'as trois... enfin, c'est pas... Ouais, c'est simple, en fait. C'est genre, tu as un spot, on va dire c'est 100, dans le cas de nos exemples là. Spot égale 100. En gros, si mon option, donc mon option d'achat, on parle que des calls pour l'instant. Si j'achète un call strike 150, ça veut dire que je pense que le prix va monter, tu vois. Je veux acheter une option pour acheter le spot, enfin pour acheter mon truc à 150, Mhm. alors que le prix actuel c'est 100. OK? Ok, très Dire je clair. m'attends à une hausse énorme. Eh ben, on va dire que c'est un call en dehors de la monnaie, c'est OTM, out the money. Si j'achète un call spot 100, un call strike 100, pardon, et que mon spot c'est 100, je suis à la monnaie. C'est-à-dire que j'achète le droit d'acheter l'actif au prix qu'il a aujourd'hui.
dans le Et futur. si je suis en dessous, je suis in the money, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et en fait, plus t'es dans la monnaie, plus ton payoff et plus ton option, elle ressemble en fait à un futur en termes de payoff. Et en Bah, termes de. plus c'est proche du prix du spot, non, du coup? Ouais, enfin, si j'achète l'option, le call 0 sur un spot qui est à 100, bah, quand ça bouge de 1, ça bouge de 1, tu vois. Ok, Quand le spot bouge de 1, mon option bouge de 1. Il n'y a pas de convexité dans le payoff. ok. Et quand tu es in the money, du coup, tu short. Quand tu achètes le call et que tu es in the money, tu short l'actif sous-jacent, non? Hmm. Non, pourquoi? Non? Bah, parce que c'est ce que j'avais compris là avec ton explication. Si ton spot c'est 100, tu achètes un call à. Enfin, une option à 150, où tu dis que le prix ça va être 150. Du coup, tu Mhm. paries sur une forte hausse. Là, tu es out the money et tu Ouais. es long sur l'actif. Et si tu es in the money, genre je vous dis, le prix ça va être 80 ou 70 même. Tu short l'actif du coup, non? Pourquoi? Enfin, ça dépend ce que tu veux faire. Bah, si tu achètes le call, Ouais. tu short l'actif ou pas? Non, c'est moi qui ai mal compris peut-être. Bah, t'es pas obligé de shorter l'actif. T'as le droit, mais je vois pas pourquoi tu shorterais l'actif, là. Non, c'est juste dans l'exemple que tu as donné, pour moi, c'était. Ça revenait à Non, ça. dans l'exemple où t'achètes un call, t'achètes juste un call, quoi. Tu peux shorter, si tu shortes l'actif, en fait, tu peux shorter l'actif pour hedger ton delta, mais on y reviendra plus tard, c'est un cas complexe. Donc, Ok, non, mais c'est moi qui me suis mélangé alors. Dans ce là, tu cas-là, vois, tu n'exécutes pas. Oui, oui, non, mais en fait, je faisais référence à un truc que j'avais vu, mais du coup, ça doit faire référence à ce que tu dis, et c'est un truc beaucoup trop complexe que je ne comprends pas. Euh, et je voulais essayer de le lancer là-dessus, mais en fait, ça marche pas du tout. ouais. Et ta perte de correction à ta prime. Ouais. Du coup, ouais, le dernier point, c'est juste la date. Pour faire simple, on va parler d'options européennes, je pense. En gros, tu as deux types d'options et je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça d'ailleurs, mais tu as les options européennes qui s'exercent que le jour de l'exercice. Donc, tu vois, j'ai acheté une option 25 décembre, call 150 sur un spot qui vaut 100. Bah, je vais juste regarder le prix de mon spot le 25 décembre. Euh, et tu as les options américaines où tu peux exercer entre le moment où tu as acheté ton call et la date limite, la date d'exercice. Donc là, ça veut dire si j'ai acheté un call 150 américain 25 décembre, entre maintenant et le 25 décembre, si mon sous-jacent il va à 150, je serai dans la monnaie, tu vois. Ok, Et donc mon prix il va augmenter. Et ça coûte du coup plus cher d'acheter une option américaine qu'une option européenne, ça se fait pas de la même façon, mais ça te donne plus de flexibilité en gros. ok, c'est deux produits vraiment différents. En gros, dans la structuration, c'est deux produits qui. Ouais, bah en fait, ce qui est marrant et ce qui est compliqué à comprendre, du coup, c'est que tu vois, on parle beaucoup des options pour se leverage sur les spots, sur les stocks, pardon. Genre les Wall Street Bet, Ouais, Robinhood, les mecs qui créent les options, c'est des options américaines. Sur le marché américain, les stocks américains, c'est des options américaines. Euh, Par contre, dans un produit structuré en France, c'est que de l'option européenne. Tu n'as pas besoin d'actions. Il y a aussi des trucs qui se font avec des options américaines. Dans mais ils certains sont cas, obligés. Ça veut dire que quand nous par exemple, moi je prends l'exemple, quand TCG ou le broker, quand le broker va faire coter un produit enfin va faire pricer un produit à la banque, ils sont obligés de le repricer tous les jours. Si c'est un produit français avec les options françaises, enfin avec une option européenne, tu es obligé de le repricer tous les jours. bah, dans tous les cas, si ton broker il demande un truc à une banque, ils vont le pricer à chaque fois qu'ils vont te demander un prix, ouais. Ouais, mais je veux dire, ils sont obligés. Enfin, imaginons, avec une option américaine, tu pourrais, ça resterait la même chose. Genre, ton option, elle courrait sur la durée de l'option, quoi, du coup. Ouais. Ok, donc, ok. Non, mais c'est juste moi dans ma tête. Mais en vrai, quasiment tous les produits structurés ils utilisent des options européennes, pardon. Et pourquoi? Bah, Parce que ça un, serait c'est plus beaucoup simple plus en vrai. simple à Enfin, trader. là, comment tu le dis, j'ai l'impression que c'est plus simple de traiter avec une option américaine, non? Bah ouais, c'est plus simple, mais tu t'en fous de la simplicité, c'est pas toi qui le traite. Ton produit structuré, c'est des équipes de trading exotiques. Et en fait, pour un produit structuré type autocall, en fait, tu n'as pas qu'une option dedans, tu as un tas d'options qui fabriquent des options exotiques derrière. Genre, la complexité est immense et en fait, tu n'as pas besoin d'avoir de possibilité d'exercer tous les jours. Derrière, peut-être, ils peuvent se hedger avec une option américaine, mais en général, c'est pas ce que tu vas faire.
Ok, ça marche. Ça marche. Moi, je pensais que c'était plus réglementaire ou quoi, mais peut-être du coup, non. Pardon. Non, c'est juste on fait ça, quoi. Ok, ça roule. C'est juste le marché européen, on est plus sur des options européennes. Après, peut-être je dis une connerie, tu vois. Je sais pas si c'est avec sur Total type US ou Europe, mais en gros, ouais, c'est juste ce concept simple à comprendre. Et quand on parle de, tu vois, le modèle le plus connu de pricing d'options, c'est Black-Scholes. Black-Scholes, ça te permet de pricer une option européenne, pas une option américaine. Ok, je connaissais même pas. Euh, J'apprends plein bah, de trucs, c'est génial. Je vais creuser plein de trucs après, mais c'est trop bien. donc voilà, ça, c'est les quatre paramètres de ton option, donc de ton contrat. Donc tu choisis, tu veux acheter, enfin tu veux l'acheter ou le vendre, tu veux ton sous-jacent, t'es long ou t'es short en gros, Euh, à quel prix et à quelle date, ou jusqu'à quelle date sur une option américaine. Et en fait, en fonction de tous ces paramètres-là, bah, le- les variations de prix de ton option, elles vont être complètement différentes, tu vois, par rapport au sous-jacent. Parce que si tu achètes un put et que ton sous-jacent il baisse, bah, ton put il va prendre en valeur, tu vois, parce que tu vas avoir Ouais. plus de choses à te retrouver dans la monnaie. Si tu achètes un call et que ton sous-jacent il baisse, bah, ton call il va valoir moins d'argent. Mais Ok, bah là, très clair. si tu achètes un call par contre qui est à la monnaie et un call qui est hyper loin de la monnaie, genre un call 200 alors que ton spot il est à 100, la même variation de prix de ton spot, elle va pas du tout impacter le prix de tes deux calls de la même façon. Attends, reprends. Là, j'ai pas compris. Ben, imagine un call qui a tout pareil, Ouais, euh, strike, enfin qui a la même date, européen et c'est un call. Mais juste ce qui diffère, c'est le strike, ok. donc le prix d'exercice. Euh, Si tu en prends un qui est à la monnaie et un qui est deep out the money, donc qui est pas du tout à la monnaie, et genre c'est un call ultra bullish, mais t'espères que ça va arriver un jour. Euh, Si ton sous-jacent il bouge dans une direction, l'impact sur le prix de tes deux options, il va être très différent. Ah oui, parce qu'il y en a un où c'est démultiplié, donc ça va être beaucoup plus important sur celui où t'es out the money. Non? Bah si, hein? J'ai pas compris alors. Ah, ça va pas, ouais, ça va, enfin, ça dépend en fait. Si ton Si t'as- sous-jacent, quand t'es hyper loin du prix spot, du prix du sous-jacent de base, Ouais, admettons 150 du coup, t'es hyper bullish sur le truc, euh, ton sous-jacent bouge. Du coup, ton option va bouger hyper beaucoup. C'est démultiplié, non? bah non. Bah, j'ai pas compris alors. Je me Euh, sens con, mais Bah non, mais regarde, tu fais un call, long call, hop, euh, strike 100 et 150. ouais, X 3 mois. Les trucs européens. C'est les seuls paramètres, tu vois. ouais, Si ton spot, il bouge de 100 à 101, ouais. qu'est-ce qui se passe sur tes deux strikes, tu vois? Sur ton strike 100, bah, tu étais à la monnaie ric-rac, quoi. Maintenant, tu es dans la monnaie. Ok, Donc, c'est cool. Tu vois, ça change, ça change. Alors que sur ton strike 150, ça change rien, mec. Tu n'es toujours pas à la monnaie. Tu étais à 50%, maintenant, tu es à 49% de ta monnaie. ok, 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 ok. Par C'est contre, bon. J'ai. par contre, ce même strike, maintenant, ton spot, tu vois, il est à entre-temps, il a bougé, tu vois, on est prêt, on est un peu plus avancé dans le temps et maintenant on est à 149. Ton strike 100, maintenant, quand ton spot il va bouger de 1, tu es tellement dans la monnaie que ton strike, enfin, que un point de variation dans ton spot, ça te fait un point de variation sur ton option. Ouais, ok. Mais par Mais. contre, sur ton strike 150, ça te fait beaucoup plus que ça parce que t'es dans la période t'es dans une convexité en fait de ton payoff. Donc c'est genre plus tu t'approches de la monnaie, plus ton truc il prend en valeur. Ça, t'as une accélération de la variation du prix. Ok, ça marche. Ok, très clair. Et ça, c'est les lettres grecques. Et c'est la base des options. C'est là on arrive sur. Bah là, c'est pas le delta, mais je sais pas ce que c'est, mais Ouais, gamma, vega, tous ces trucs-là. ouais. Ok. Tu les connais ou pas? Bah, je connais deux noms. Je connais de Pierre Chartier, quoi. Donc non, je connais pas. Bah, c'est la base des options, en gros. C'est le truc. Une fois que tu as compris un peu, enfin, si tu veux t'intéresser aux options, il faut comprendre Ah, les, mais je vais les- creuser, hein. Ça, c'est la sûr. base. Et ensuite, t'as plein de grecs. Genre, t'en as beaucoup trop, mais tu as delta, tu as gamma, tu as vega, tu as theta. C'est le plus important. Tu as l'euro, on s'en bat un peu les couilles. Et tu as quoi?
Si tu as ça, tu as déjà tout compris. Ok. Et tu peux aborder, c'est trop short pour rentrer un peu là-dedans ou... Non, ça va vite. Eh ben, je suis chaud. Ça va vite. Donc le delta, c'est la variation. En fait, chaque grec, ça explique la variation de ton option, du prix de ton option, par rapport au prix de ton sous-jacent. Ok. Donc là, par rapport à l'exemple qu'on a pris. Donc là, moi, j'ai compris l'exemple de base. Donc ça Ça veut veut rien dire que dire la phrase que potentiellement, j'ai je peux dit. comprendre ça. En gros, tu vois, le delta, c'est la variation, la variation du prix de ton option par rapport au prix de ton sous-jacent. Ouais. Là, c'est logique. Par rapport au nom de delta, ça me paraît... Et en fait, ce que je t'ai dit tout à l'heure, sur le cas, là, tu vois, l'exemple 150 avec ton spot à 100, mhm. euh, ton delta à la monnaie, enfin ton delta, le delta, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est un proxy pour la proba d'être dans la monnaie. Qu'est-ce que tu appelles proxy? Bah, tu peux, si je te dis, tu as une option delta 50, euh, en fait, Tu as ça veut dire que tu 50% de chance d'être as de dans la chance d'être monnaie, dans la ça? monnaie. Et donc, une option à la monnaie, c'est une delta 50. Ok, ça marche. Ton option là, tu vois, dans le cas strike 100, 150, le delta du strike 150 si ton spot c'est 100, c'est un delta hyper bas. T'as quasi pas de chance d'être dans la monnaie, en gros, ça veut dire ça. Ah ouais, t'es loin. Sauf si tu as une volatilité énorme ou quoi, mais en général, tu vois, tu vas dire ton delta est hyper bas. Et par contre, à contrario, si tu es deep dans la monnaie, donc tu as une option strike 2 sur un spot à 100, bah, ton delta c'est 1. Ton, parce que tu es déjà dans la monnaie, donc ton delta c'est 1, c'est 100%. Et du coup, quand ton prix va varier de 1,1%, le prix de ton option va varier d'1%. Ouais, parce que ton delta, c'est 1. Ouais, Ok, jusque-là, c'est logique, ça marche. Par contre, c'est ok. très différent dans le cas, sur la variation, je parle, c'est très différent dans le cas où ton prix, c'est 150, par exemple. Et bah ouais. Parce que en fait, c'est pas flat, tu vois, tout ça. Ton delta, il évolue. Le delta de ton option, il évolue en fonction de la vie de ton option. Ok, Il évalue ton delta, c'est pas le même en fonction de la proximité avec le strike. Donc le marché, il évolue, ton delta, il évolue aussi. ok, très clair. Jusque-là, je suis content, j'arrive à suivre. Bon, j'imagine qu'on est à la base, je vais creuser plus tard, mais Ouais. Et c'est là que ça se complique. gamma, c'est Euh, plus compliqué. le gamma, le gamma, une fois que tu as compris ça, tu as quasi tout. Enfin, non, faut que j'arrête de dire ça parce qu'il faut tout comprendre à la fois. Mais le gamma, en fait, c'est la variation de ton delta. Ok, En gros, ça veut dire que, chelou. tu vois, dans ce cas que je te disais, ton strike, il est à 150, ton delta, c'est zéro. Alors, t'as aucune chance d'être dans la monnaie. Par Ouais, contre, quand ton delta, enfin, quand ton option, quand ton sous-jacent, pardon, il passe à, je sais pas, 140, bah, ton delta, il augmente. ouais. Et ben en fait, le gamma, c'est l'accélération de ton delta. C'est-à-dire, Bah, plus si, ton si, gamma, ton, si ton il... delta passe de 100, ton delta, allez, ça va être, bah, du coup, dans ce cas-là, ça va être très faible au début. Admettons, c'est 10 ou même peut-être 2, je sais pas. Et d'un coup, tu passes à 50 ou 60 sur ton delta. Ton gamma va être hyper élevé. Parce que l'accélération est forte, c'est ça? Ouais, Ok. Et ça se matérialise comment? C'est en pourcentage? C'est en comment? ouais, c'est en pourcentage, quoi. C'est des points. C'est genre plus ton. Tu vois, quand tu es proche de la monnaie, par exemple, enfin, quand tu proche de l'expiration, pardon, en général, ton gamma, il augmente. Ton gamma, il est élevé parce que plus ton option, enfin, plus le prix va bouger, plus en fait, ça va modifier le delta. Donc, si tu as un delta qui bouge beaucoup en fonction de la. Attends, comment dire ça simplement? Ouais, imagine, je sais pas, on est à 100, le strike, c'est 120, et c'est dans 6 mois. Ouais. Bah, mon gamma, pour l'instant, il est faible. Tu vois, il y a encore 20%. Si je bouge de 1 point ou de 5 points, ça change pas grand-chose, tu Ouais, vois. ça fait pas une grosse Mon delta, il est accélération, pas bon. donc il Par est contre, s'il plutôt. m'approche de la maturité, euh, le delta, il va beaucoup plus vite évoluer parce que il va réagir fortement. Ça implique pas forcément de changement sur le prix de mon option, mais le delta de mon option, il va augmenter parce que je suis plus proche de mon échéance. Ok, ça marche. J'ai compris. J'ai compris.
c'est good. Et donc là où ton gamma il est maximum, c'est quand tu es à la monnaie. Parce qu'en fait, à la monnaie, tu peux voir ça comme un pile ou face. Tu as une chance sur deux. Donc en fait, ton delta, si tu es, proche de la maturité, par exemple, ton delta, soit c'est 0, soit c'est 1. Parce que soit tu es dans la monnaie, soit tu n'es pas dans la monnaie à maturité. Ok. Et donc ton delta, il est hyper élevé. Voilà. Donc là où tu as la plus forte, le plus fort gamma, on va dire, le plus haut gamma, on va dire, c'est si tu es proche de la valeur de la monnaie vers Ouais, la fin de ton option. Parce que c'est là où ouais, ça a le plus d'impact si ça varie. c'est ça. Ok, c'est good. J'ai en tête. C'est ça. Et en gros, je Donc vais pas rentrer dans les trucs il y de. a deux facteurs qui font jouer gamma. C'est l'accélération, si ton delta bouge d'un coup, et la maturité. Si t'es proche ou loin de la maturité, parce que ça n'a pas le même impact en gros. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que c'est pas juste un. C'est pas juste une courbe, quoi. C'est plus une surface, tout ça. Il faut le voir un peu en trois dimensions. Ouais, Euh, et je en gros, pense le comprendre. gamma, tu vois, c'est le fait que le marché, il bouge. Euh, je vais expliquer le Vega, ensuite je vais revenir sur le gamma parce qu'il y a un truc hyper intéressant. Le Vega, Si on s'arrête à ça là, je pense à peu près comprendre. Donc c'est cool. ok. C'est que t'expliques bien, parce que c'est. Je suis en fin de journée en plus, donc là j'ai un cerveau limité. Ouais, le Vega, c'est un truc qui est assez mal compris des gens et en fait, c'est genre le plus important sur une option, c'est ton delta et ton Vega. Euh, Le plus important, c'est ton delta et ton vega. Ok. ouais, enfin, tout est important, mais si tu veux juste comprendre la base, il faut juste comprendre ces deux concepts-là parce qu'une option, c'est juste un delta et un Vega. C'est les deux paramètres qui font le plus bouger le prix de ton option, c'est vraiment est-ce que tu es proche ou pas du prix de ta monnaie et est-ce que ton sous-jacent est volatile. Ok. Et le Vega, du coup, c'est la sensibilité du prix de l'option à la volatilité. Sauf que quand on parle de volatilité, là, on ne parle pas de volatilité réalisée, on parle de volatilité implied, donc induite en français. Et la volatilité induite, tu la détermines comment? Tu la détermines avec le prix des options. Donc ça fait une boucle. Euh, mais c'est pas important. Ce qu'il faut comprendre, c'est genre un marché, tu vois, une action comme, je sais pas ce qui bouge beaucoup en ce moment, les Palantir, les Tesla et tout, c'est volatile. On s'attend à ce que c'est des options qui fassent des gros moves tout le temps. Mhm. Donc les options avec des échéances et des strikes un peu similaires, ils vont être beaucoup plus chers que sur une action comme Total, par exemple. C'est un peu D'accord, un c'est un peu comme une prime de risque en vrai. Ouais, exactement. Ok, c'est bon, j'ai en tête du coup. Enfin, Ce qui est logique. l'option, c'est une prime de risque en tout, tu vois, mais genre les options sur des stocks volatiles vont être plus chères parce que les gens, ils s'attendent plus que c'est plus cher. Et pourquoi c'est plus cher du coup? Parce que un Ton sous-jacent Vega est qui. élevé. Ouais, mais pourquoi le fait que les Vega élevés, ça te fasse une option plus chère? Bah parce que tu as un risque plus élevé, c'est-à-dire que tu as une sensibilité du prix qui peut être énorme parce que c'est très volatile, c'est ça? Non. C'est parce que tu as plus de. C'est juste Mince. que si tu vois, si tu as un stock qui fait ça, genre il fait une ligne droite tout le temps, il est à peu près flat-ish, et tu as un stock qui fait des grands moves comme ça tout le temps, bon, en tout cas, le marché prévoit que ce soit volatile de 100% sur une période donnée, et ben, ça te fait une probabilité plus élevée de te retrouver dans la monnaie, en fait. D'accord. Ah oui, donc, ah oui, ok. Bah ça paraît logique. Putain, j'aurais pu trouver ça quand même. Je suis un peu deg. Ouais, c'est juste une question de proba, en fait. C'est juste une question de dire ce truc est volatile de ouf, donc si j'achète une option à out the money dans longtemps, bah, le marché s'attend à ce que ça bouge, donc potentiellement je vais plus m'y retrouver. Et ça va dans les deux sens, tu vois. Même pour acheter un put, qu'on s'attend à ce que ça monte ou que ça baisse, on sait juste que ça va bouger. En tout cas, le marché s'attend à ce que ça bouge, donc j'ai potentiellement plus de chances de me retrouver dans la, Dans dans la la monnaie. monnaie. Ok, donc c'est juste, est-ce que tu as beaucoup de chance ou pas d'activer ton option à terme? Enfin, que ça se réalise ou pas, en gros. Non, ça Oh c'est ton mince, delta. mais c'est pas possible. Pour moi, Ça c'est c'est le ça. delta. Parce que si tu te retrouves dans la monnaie, ça veut dire quoi à la fin, en termes concrets? Bah, ça veut dire que tu peux exercer ton option. Ouais, et ben du coup, c'est ça. Bah, je comprends pas en quoi c'est pas ça du coup. C'est ta Parce que, proba d'exercer ton option, in fine, non? Qui va non, ça jouer. c'est le delta. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le delta, c'est la variation du prix sur le sous-jacent, mais c'est aussi la proba d'être dans la monnaie. Le Vega, Et c'est un ça fait facteur. varier le prix de ton option aussi, du coup, le delta, non? Ouais, Parce que si t'as beaucoup de chances d'être dans la monnaie, enfin, ça fait forcément varier le mais si prix de tu as ton option, beaucoup non? de chance dans la monnaie, c'est que tu es proche de la monnaie, juste.
Ouais, mais du coup, ça fait Mais varier ton toute option, ton elle est option. plus chère sur un stock volatile, du coup. Attends, j'ai pas. En fait, tout ça, déjà, faut comprendre que c'est pas des paramètres fixes. C'est des paramètres qui évoluent constamment, tu vois. Ouais, ça, j'ai compris. Imagine, je sais pas, tu vois, tu as des earnings de stock ce soir. Euh, genre, ce soir, il y a les annonces des earnings de, je sais pas, Tesla. Et Mhm. ben, les prix des options, ils sont hyper élevés parce que la vol est hyper élevée, tu vois. Tout le monde s'attend à ce que le prix, il aille dans un sens ou dans l'autre. Ouais, Donc, les gens, ils spéculent sur le prix des options et du coup, les options sont chères. Euh, Peu importe le delta, les options sont chères parce que on s'attend à ce qu'il y ait de la vol. Mais une fois qu'on aura passé ce move, que le move sera réalisé, eh ben, le prix des options va vachement baisser en conséquence parce que la volatilité attendue, elle est bien inférieure, tu vois. Peu ok, importe le delta, toutes les options sont plus chères. ok, bah c'est beaucoup plus logique quand c'est expliqué comme ça. Ok, ça C'est ça, marche. c'est ça. Et en fait, donc la vol, c'est la volatilité implicite. C'est pour ça qu'on dit, je sais pas pourquoi je dis induite d'ailleurs, mais c'est la volatilité implicite. C'est parce qu'elle est implied par le reste. Le gamma, tu vois, je te parlais d'accélération, je te parlais de pile ou face et tout, mais en fait, le gamma, tu peux aussi le voir comme la volatilité réalisée. Quand tu es long gamma, tu as envie que tes stocks ils bougent. Genre, si tu as toutes tes grecs hedgés sauf ton gamma, bah, en fait, tu as juste envie qu'il y ait du mouvement. Parce que ça va faire monter le prix de ton option. Mais ça, en vrai, on peut le squeeze parce que c'est un concept un peu plus de trading Ouais, exotique. Euh, là, mais le gamma, c'est la vol réalisée, quoi. là tu m'as perdu, mec. Je comprends pas pourquoi ça serait bien d'avoir enfin, de rechercher un gamma élevé. En fait, c'est parce qu'il y a j'ai pas expliqué tout le reste. Mais en fait, si tu es long gamma, ça veut dire que tu as hedgé tout le reste, tu vois. Donc, ça veut dire que t'es long call et t'es long gamma, bah, tu as hedgé ton delta. Donc, si tu as hedgé ton delta, tu es short du stock. Et dans le cas où tu as de la vol réalisée, bah, tu peux. C'est avec le hedging que tu gagnes de l'argent, mais vas-y, c'est un concept fumeux, je vais te l'expliquer maintenant. Ok, j'ai pas en tête, mais il faudra refaire des Mais lives c'est sur ce qu'ils les font sur options. les Options, desks c'est le d'exo. début, hein, c'est le début de la progression sur ce truc-là. Tu sais, on en avait parlé. Moi, j'avais un projet long terme sur tous ces trucs-là. On en reparlera, mais ouais, ouais, faut évidemment que je comprenne au moins un minimum, même si effectivement je suis en GP et tout. Je sais pas d'ailleurs s'il y a des gens en GP là qui arrivent à comprendre tout. Si c'est le cas, bah bravo à vous. Moi, j'arrive pas à tout comprendre, mais c'est pas grave, hein, je vais creuser le truc quoi. Et du coup, après, on finit sur les autres, peut-être sur les options. Tu voulais rajouter un truc ou pas, ou sinon on finit juste sur les exos et les swaps vite fait. Ouais, bah, juste les deux dernières grecs. Ouais, carrément. euh, Mais du coup, parce que c'est plus simple ou c'est pareil? Ouais. c'est les plus simples, ça. C'est juste. Tu vois, il y a ton option, si rien ne bouge, tu es sensible au temps, parce que tu t'approches de l'expiration. Ce que tu disais tout à l'heure, ça a un lien. En vrai, c'est tout en lien, non? Bah, c'est tout ça qui fait ton prix, quoi. Ouais, donc oui, logique. Donc, c'est juste plus tu t'approches de la maturité, plus ton option, elle perd de la valeur. Toute chose égale par ailleurs, toujours. Mais logique, tu vois. Tu auras moins de jours pour l'exercer, Ok, ouais, ouais, logique, logique. pour Jusque-là, réaliser. c'est logique. Et ensuite, tu as l'euro, et ça, vraiment, on s'en fout, mais c'est la sensibilité de ton prix au taux d'intérêt. Qu'est-ce qu'il y a à foutre les taux d'intérêt là? Euh, Ah, c'est en gros s'il y a un mouvement sur les taux d'intérêt, à quel point ça fait varier le prix de ton. Là, on parle du sous-jacent. Sensi prix, c'est sensi sous-jacent ou de l'option? non, sensibilité option, toujours. Option, ok. Ok. En gros, c'est le risk-free rate, et, T'es pas seul, Arnaud, t'inquiète. Merci, mec. et en fait, il est quasiment pas important, tu vois. C'est juste le cinquième grec important qu'on apprend, mais on s'en fout. Et ça devient significatif sur les options très long terme, tu vois. Donc, par exemple, quand tu fais des autocalls 10 ans, en fait, ton rôle, il a quand même un petit rôle à jouer. Euh, juste parce que c'est du coût de financement, quoi. Ouais, c'est combien ça te coûte de te financer et à quel taux? En gros, si tu te finances à un énorme taux, ton prix va beaucoup varier parce que ça te coûte cher de te financer. Si tu te finances pas trop cher, ton prix va pas trop varier parce que ça te coûte pas trop cher de te financer, c'est ça? Ouais, en gros, c'est ça. Je suis content, j'ai compris un truc. T'avoue, je me suis jamais soucié du RAW de toute ma vie. Ouais, ok. Je sais pas à qui ça sert ces trucs-là. Je pense que ça sert sur les options de 10 ans et pour les tests de repo, des trucs comme ça. Mais en gros, ouais, l'option, c'est tous ces trucs-là. Et ensuite, tu peux tout faire, quoi. Tu peux.
Ok, ça c'est ce qu'il faut avoir en tête. Mais c'est hyper intéressant. Parce que tu vois, moi ça, on en entend tous parler. Mais de là à le maîtriser et de comprendre comment ça fait varier le prix de ton option, je pense que c'est complexe quand même. Enfin, c'est complexe. Quand tu fais pas de la finance de marché, c'est complexe en tout cas. Toi, tu es dedans, Ouais, donc ça te paraît hyper simple, mais quand t'es pas dedans, c'est pas si simple en vrai. ouais, Et c'est ça qui est intéressant à comprendre pour les structurer et tout, et comment on rentre dans la structuration de produits. Là, on n'a pas parlé de digit et tout, mais je sais que ça a un énorme lien aussi, tu vois, ton zéro coupon, ta digit, tout ça, c'est des trucs où il y a un énorme lien avec les produits structurés. Et moi, j'y connais rien, par exemple, là-dessus. Et j'aimerais bien justement connaître ça. Ce qu'on va aborder peut-être plus la semaine pro, du coup, mais mm. ok. Ouais, Donc, bah, ça, en gros, c'est tous les paramètres à comprendre pour faire ton option. Et ensuite, toi, tu peux tout faire en fait avec ton option. Tu peux faire toutes les stratégies que tu veux. Euh, Parce que je pense que la partie exotique, on peut en parler vite fait, mais je pense que c'est plus intéressant de parler plus des options et de comment utiliser les options que d'aller sur les exotiques, parce que l'exotique, ça veut tellement dire de trucs différents. bah, si tu veux, ça, au pire, tu as déjà donné les définitions. Si tu penses que c'est plus intéressant de finir sur les options, on peut finir sur les options, hein. Ouais, je pense. Allez, et ben on fait ça. Parce qu'en fait, un exotique, souvent, ça va juste être un produit qui dépend d'options. Donc, il y a des tas de. Enfin, il y a une infinité de possibilités. Euh, mais dans 90% des cas, c'est des options derrière, quoi. Pour des étudiants en GP, en gros, ça, on s'en sert moins, quoi. Ouais. Bah, un produit structuré, c'est un produit exotique, par contre. Ouais, mais il faut déjà comprendre la base des options avant de comprendre ce que c'est qu'un produit exo, non? Hmm. Bah non, justement, c'est la beauté du truc, c'est que les banquiers, ils ont pas besoin de te l'expliquer. C'est que le produit exotique, en fait, ce que tu vois, ce que je te disais là, c'est ton payoff, il est pas linéaire. Tu vas acheter ton call, le prix va monter quand ton sous-jacent il va monter, mais pas toujours de la même façon. Il y a plein de paramètres qui vont l'impacter. Tu as les dividendes, tu as la volatilité, tu as le gamma, le delta, machin. Hyper compliqué, tu vois. Alors que si je te fais un contrat tout con où je te dis prix actif supérieur à 100, je te paye un peu, prix inférieur à 100, je te paye pas, prix Ouais. inférieur à C'est ce 150, qu'on je a te dans rends les ton produits argent. structurés, en vrai. C'est tout Ouais, con. bah, trop bien, c'est un contrat. Mais en fait, derrière ce contrat, il y a toute cette complexité d'options hyper compliquée. Donc, Et nous, on la voit pas. Et toi, tu la vois pas parce que tu as juste acheté un produit à ton banquier. Ok, c'est là où ça va être intéressant de rentrer du coup dans la structuration pour la semaine pro, parce que toi, tu as l'envers du décor. Par rapport à une brochure qu'on peut descendre comme ça, tu peux dire, bah là, voilà ce qui se passe derrière quand tu structures le produit. Ouais. C'est là où je trouve que c'est intéressant, quoi. Euh, Et du coup, sur les options, tu voulais rajouter quoi? Qu'est-ce qui est important encore à comprendre là-dessus? Donc ça, j'ai compris, c'est vraiment la base, les lettres grecques, il faut vraiment les comprendre. Je vais retravailler ça. Et ensuite, c'est comment ça agit sur ton option, ça? Bah, ensuite, c'est qu'est-ce que tu veux faire avec une option, quoi. C'est quoi les use cases? Bah, tu peux nous définir deux trois cas, par exemple, et Ouais, on bah, termine c'est ça, là-dessus je vite te disais, fait. je pense. Tu vois, on est à 1h34 de live. Euh, donc tu vois, si on peut finir là-dessus, c'est cool, quoi. Ouais. C'est quoi, c'est combien de temps le live? Bah là, je sais pas, on est entre 1h30, 2h à chaque fois, quoi. Ok, vas-y, bah, je lâche 2-3 use cases et je vais manger, quoi. Parfait. Use case. Bah, du coup, ce qu'on a dit, tu vois, t'es long call, t'es bullish. Je pense que mon prix va monter, je m'achète un call simple. Je suis long put, je pense que mon truc, il va baisser, tu vois. Je veux acheter, j'achète une option de vendre ce truc plus bas, Mhm. ou à un prix donné, en tout cas, parce que je pense que le prix, il va baisser. Ensuite, je peux être short call. Donc, égal, je vends à quelqu'un. Je vends à quelqu'un l'opportunité enfin, le droit de m'acheter un sous-jacent à un prix donné. Ouais. Pourquoi tu irais faire ça? Je vends. C'est une question que je me pose là, du coup? Ouais, Je vends à quelqu'un l'opportunité de m'acheter à un prix, c'est juste que j'ai pas là. À un prix quoi? ST. le prix strike, quoi. À un prix strike, ok. Je vends à quelqu'un l'opportunité de m'acheter à un prix strike. Parce que je pense que c'est assez haut, donc du coup je short, c'est ça? Je pense que c'est haut et du coup j'ai pas envie de le garder dans mes actifs, quoi. Les Grecs font varier le prix des options, c'est ça? Oui, exactement. Du coup, c'est ce qui. Là, du coup, je peux répondre. Je suis content.
les Grecs, du coup, de ce que j'ai compris, c'est ce qui constitue le prix de ton option. Euh, Ouais, c'est ça, en en gros, gros. hein. En gros, ouais. Et essentiellement, ce qui va avoir beaucoup d'impact, c'est ton delta et ton Vega. C'est ça, hein, je me trompe pas? Ouais, le delta et le Vega, c'est le plus important. Ok. Voilà, est-ce que ça a répondu à ta question? Si tu veux, profites-en, hein. Il y a Nicolas qui est encore là quelques instants, donc si tu veux poser une question, il n'y a pas de souci. Tous ceux qui ont des questions sur Nicolas, son parcours, même ce qu'il fait dans la crypto, parce que là, il a vraiment un poste important, en quoi ça consiste, ou même si vous avez des questions sur les entretiens qu'il a pu avoir chez City, etc., je pense qu'il peut y répondre encore pendant quelques instants. Profitez-en, c'est pas tous les jours qu'on a ça. Et il sera la semaine pro encore, mais sinon, c'est pas tous les jours. Voilà. Du coup, oui, par rapport à. Je short call 150. Pourquoi? Donc spot 100, je short call 150. Pourquoi? Parce que je pense que ça va pas monter à 150, tout simplement, c'est ça? Ouais, par exemple. En gros, le short call, donc là, je t'avoue, je te le sors un peu de nulle part, mais en fait, le short call, c'est un truc hyper important en finance et c'est une stratégie genre sous-cotée de ouf, tu vois. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là où il n'y a pas de contexte, ok, tu vois, c'est déjà bien. Je peux vendre un call, je pense que ça va pas à 150. Ma vol, tu vois, je vois qu'elle n'est pas énorme. Donc je vends ce truc, je récupère la prime et je suis tranquille. Et au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver? Je vais devoir racheter l'actif du mec à 150. Mais donc, dans le cas où ça va pas à plus que. Parce que le payoff de ton call, tu vois, pour lui, payoff égale. En fait, le payoff, c'est soit tu revends ton call plus cher parce que tu as Le gagné de payoff, l'argent. on est d'accord, c'est combien tu le payes, en gros. Non, le payoff, c'est combien tu gagnes, en fait. C'est combien tu. C'est qu'est-ce que tu gagnes à la fin. Ah, oui, c'est l'inverse, ok. Et en fait, dans le cas où tu traites des options, genre tu achètes des calls, en fait, dans la pratique, tu vas pas trop les exercer. Tu vas plutôt les revendre parce que ton call qui est presque à maturité, il aura pris de la valeur. Du coup, tu vas juste le revendre et tu auras gagné de l'argent. Mais le payoff d'un call, C'est la diff entre ton prix strike et ton prix spot, c'est ça? À ouais, maturité. moins la prime. Moins la prime, c'est ce que tu payes, c'est le coût de ton option, du coup. Ah, j'ai Ouais, oublié un truc, d'accord. Mais sinon, c'était ça, ok. Donc c'est ton prix strike moins ton prix spot. Enfin, c'est la diff entre ton prix strike et ton prix spot, plus le prix que tu as payé, l'option, du coup la prime. ouais. Il y a un mec qui met dans le chat long call égale ST moins K, short call égale K moins ST. Ça, c'est le Long, payoff. Mais le vrai payoff, c'est ça moins la prime, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le payoff, ça veut dire si j'ai payé mon option 10 balles et que à la fin, sur mon strike, mon sous-jacent toujours à 100, et qu'à la fin, mon strike, pardon, mon prix, c'est 105, t'as perdu 5. en fait, j'aurais perdu 5 parce que j'aurais Ok, payé j'ai 10. capté. Et là, je me serais fait, j'aurais été con, tu vois, j'aurais peut-être payé trop cher pour la volatilité ou quoi. Euh, mais en fait, tu vois, donc dans ce cas où je short un call 150 sur un sous-jacent à 100, et bah ça dépend du prix auquel je l'ai vendu. Le mec, il va pas m'exercer à 150, il va m'exercer peut-être à 110, à 160. Ok. Donc je me garde encore un peu de marge. Euh, et en fait, donc ça, c'est ok, déjà, c'est intéressant. Mais en fait, imagine le cas où toi, tu es long d'un actif à côté. Tu vois, typiquement, Un autre actif, on est d'accord, hein? ouais, Ok. typiquement, moi, ce que je fais, c'est que j'ai du Bitcoin, je suis long BTC, et tous les mois, je vends des calls. Et je vends des calls à genre 130% du prix actuel parce que c'est volatile, donc je ne veux pas me faire exercer. Euh, euh, je ne veux pas me faire exercer parce que ça me ferait chier de devoir racheter du Bitcoin. Mhm. Mais l'idée, c'est que je suis quand même pas trop loin parce que comme ça, je récupère de la prime. Donc tous les mois, je me fais rouler ça. Je récupère mes Bitcoins et je revends des calls dessus. Et en fait, en faisant ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire aujourd'hui, là, je regarde le prix du Bitcoin, il est à 100 000. S'il était à 130 000, je serais pas trop deg de le vendre. Genre, je serais prêt à le vendre, limite. Et en fait, comme j'offre cette option à quelqu'un de m'acheter mon Bitcoin à 130 000, et ben, il me file une prime. D'accord, ok.
Mais pour lui, c'est quoi l'intérêt de t'acheter ça? Il m'achète un call. Ouais, mais il t'achète un call à 130. Ah ouais, ça veut dire que lui, il pense que ça va pas rester à ce prix-là, en gros. En fait, ouais, en fait, tu achètes un call. Donc, toi, tu vois, tu vas acheter un call juste pour parier sur la hausse. En fait, les mecs qui traitent des options, ils traitent tous les grecs. Donc, leur portfolio leur book d'options, c'est pas que du delta, tu vois, c'est tous les grecs. Et Ok, donc, tu as des mecs qui vont avoir des vues sur les différents aspects de ces grecs-là. Genre, tu as des devs qui vont dire moi, je suis long vol. Je veux acheter de la vol le moins cher possible. Pour acheter de la vol, en fait, tu achètes des options, tu achètes des calls ou des puts. Et si tu veux juste être long vol, bah, tu vas devoir faire gaffe à hedger ton delta tout le temps. Donc, ça veut dire que si tu achètes un call à la monnaie, bah, tu vas devoir aussi acheter un put à la monnaie pour que ça fasse 0,5, ok, 0,5 ok. et ton delta il soit neutre. Des Et fois, ton tu vas gain, acheter tu le trop fais de sur calls, tu vas quoi? vendre des chers. Et ton gain, tu le fais sur quoi quand c'est ça? Parce que du coup, t'es juste neutre, non? Bah non, si ton delta il est neutre, mais que ta volatilité implicite augmente, au final, Ah, ok, le prix augmente. ok, 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 Tu vas gagner intéressant. sur le Ah book, tu putain, vois. ça Tu vas c'est pas gagner hyper sur un seul intéressant. truc. Pour moi, t'étais neutre. Ok, je viens de comprendre un truc, je pense, super important que j'avais pas du tout compris. Ok. En fait, tu peux être neutre de ce que tu veux. Et pour gagner de l'argent, tu peux pas être neutre de tout. Ouais, 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 t'es obligé d'avoir. Oui, mais ça, je m'en doute bien, mais je savais pas où ça se passait. D'accord, donc c'est sur la vol que tu vas faire ton gain, du coup. Enfin, sur ta vol Oui, ça peut implicite. être ça peut être sur le gamma, tu vois. Moi, Oui, mais dans ce j'ai des cas-là, ça gars peut là. être sur ta vol implicite. Ok. J'ai des gars, moi, avant le week-end, ce qu'ils font, c'est ils me disent, mec, je veux être long gamma. Donc, dès qu'il y a un gros trade d'options, là, tu me mets dessus. J'essaye d'acheter toutes les options. Je vais être le plus gros bid sur toutes les options. Et en fait, ils achètent toutes les options. Ils hedge le delta et la vol et tout. Et ce qu'ils vont faire, c'est que si le prix bouge beaucoup pendant le week-end, bah, ils vont continuer de hedger tout le reste. Et en déhedgeant ou en réhedgeant tout le reste, ils vont gagner de l'argent sur le gamma. D'accord. Et du coup, te hedger sur ton delta, enfin sur tous les autres paramètres, sauf celui que tu veux utiliser pour faire ton gain, comment ça se passe? C'est ça que tu disais, t'achètes un autre actif du coup, si t'as acheté un call sur tel truc, tu vas acheter le put du même truc. Bah non, là ça Ouais, marche pas. bah si. Enfin, tu Parce peux que, faire plein de trucs. En fait, c'est juste que si tu regardes ton book actuel, quels sont les grecs, et bah, tu peux forcément le hedger avec d'autres options. ouais, mais comment tu fais pour laisser un paramètre grec de l'option pas hedgé? Par exemple, si juste t'achètes un call et un put du même truc, du même actif Mhm. sous-jacent, pour moi, tu as tous tes grecs qui sont hedgés en même temps. Comment tu fais pour en laisser juste un paramètre bouger? Parce que le prix va bouger. Oui, mais comment? Par exemple, dans le cas de gamma, tu te hedges de tout le reste et tu laisses gamma. Du coup, tu veux de la vol, c'est ça? Gamma, c'est la vol, non? C'est ça? Non, gamma, c'est la variation de delta. Ok. Mais ça joue avec la vol aussi, du coup. Comment tu fais? On redit ça? Tu te hedges de tout le reste et tu veux juste faire ton gain sur la variation de gamma. Comment tu fais concrètement? Comment ça marche? Bah, tu hedges ton delta et tu hedges ta vol. Mais comment ça marche concrètement? Je sais pas comment expliquer, ça paraît con comme question, mais tu le Bah, fais sur pour... Bitcoin par exemple, je sais pas, sur une option sur du BTC, la même option que tu as pris tout à l'heure là. Ouais, Bah comment ça marche? bah, ça dépend. Ça dépend de ta position. En fait, si ton book, tu vois que tu as du gamma, tu vas aller shorter le delta one. Donc, tu vas aller shorter le Bitcoin ou shorter le futur Je pour ton comprends rien. delta. T'as pas un truc simple pour expliquer ça? Genre comment? Moi je suis long gamma, je veux du gamma sur une En option fait, déjà, tu prends BTC. le truc le plus compliqué à comprendre de l'option. Et tu vas être lourd gamma, mec, C'est chaud? va T'as un faire truc d'autres simple ou stages. pas? Bah, tu vois, typiquement, tu vas être long vol, tu as juste à être delta neutral. Donc, tu peux hedger le truc le plus simple à comprendre, c'est comment tu hedges ton delta. Ok, bah vas-y, comment tu hedges ton delta? Bah, tu vends le sous-jacent. Si tu as du delta positif, tu vois, j'achète un call à la monnaie. Mhm, Actuellement, mon delta, c'est 0,5. OK? mhm. Ça J'en veut ai dire pour que. 1 million de dollars. Donc, mon delta en dollars, c'est 500 000 balles. OK? Mhm. Et bah, si je veux hedger ce delta, je vais aller vendre 500 000 balles de Bitcoin. Et je vais utiliser le futur ou le perp. Ah Voilà. d'accord, ok, ok, très simple, très Et donc simple. là, mon impact,
En fait, tu réfléchis en termes d'impact. Tu te dis, maintenant, si le Bitcoin il bouge de 1, et ben, de 1%, mon call il va augmenter de 0,5%, Mhm. mais mon perp il va baisser de 1%. Mais comme j'aurais hedgé que la moitié, tu vois, j'ai 500 000 au lieu de 1 million, mon impact delta, ce sera le même. C'est 500 000 toujours, c'est ça? C'est ça. Ok, d'accord, j'ai compris. Et ça, en fait, Putain, ça le c'est pas truc simple. Et ça compliqué, c'est le plus simple à comprendre, mais j'ai envie de me tirer une balle. c'est que le truc, c'est que ton delta, il évolue, tu vois. Tu as le gamma qui va le faire évoluer en fonction de la monnaie. Donc, en fait, tu es constamment en train de retrader du futur et du pair pour hedger ton delta et qu'il soit toujours égal à zéro. Ok. Ah, c'est pour ça que du coup tu disais ça va avec du high frequency. En fait, tu es obligé de trader tout le temps pour te hedger en continu. Parce que le prix sous-jacent va bouger tout le temps. Bah, si tu as envie de te hedger, ouais. Ok, c'est bon, j'ai en Ouais, c'est tête. ça. Très Et en fait, intéressant. il y a plein de desks, tu vois, ils font du delta, enfin, ou des fonds ou quoi, ils font du delta neutre. Ça veut dire qu'ils veulent pas être impactés par les mouvements de marché ou par les price action, quoi. Genre qu'ils s'en foutent que le prix sous-jacent il monte ou il baisse. Et ils vont dire non, on est longue vol, on est longue gamma, genre volatilité réalisée. On fait des arbitrages entre le prix de la vol et le prix qu'on pense que la vol devrait être. Tu vois, il y a énormément de stratégies que tu peux faire. Et il y a énormément de fonds, notamment de hedge funds, tu vois, qui sont delta neutres. Ça veut dire qu'ils essayent de ne pas être impactés par le prix. Bah, c'est le but premier d'un hedge fund, non? Ouais, ouais, normalement, c'est juste de ne pas être corrélé au marché, un hedge fund. Donc, tu as plein de hedge funds, ils sont full delta. Et ils sont delta, je sais pas, tu vois, au lieu d'être delta marché, ils sont delta de deux actions, ils sont delta de commodities, ils sont delta du gold. Mais ils ont quand même du delta. Et tu as des hedge funds particuliers qui sont delta neutres, ça veut dire qu'ils vont essayer de ne pas être impactés par le prix de ce qu'ils traitent. D'accord, super intéressant. Franchement, c'était hyper technique. Il y a plein de trucs où j'ai eu du mal à comprendre. Il y a plein de trucs, je pense qu'il faudra que je reprenne, que j'ai mal compris ou quoi. Mais super intéressant. Et puis c'est des infos qui sont pas trop dispo en vrai. Quand t'es pas dans le cursus, c'est dur de comprendre ça, tu vois, de façon expliquée un peu plus simplement. Là, t'as quand même expliqué plus Mm. simplement des trucs hyper durs. Bah c'est cool quoi. Moi je trouve ça Ouais. cool. Je recommande de regarder la série Billions. Billions, je la note. Ouais, je suis plus sur quoi c'est. Ça doit être sur Canal. Ok. Et en gros, c'est un hedge fund, quoi. Le gars, il a un hedge fund. Ils font plein de magouilles. Mais souvent, tu as des épisodes, je sais pas pourquoi, ils vont parler d'un truc un peu niche, genre la courbe des taux ou genre les options. Où ce hedge fund, il fait une stratégie différente et tout. Et grave intéressant. Et tu peux apprendre pas mal de choses. C'est assez bien vulgarisé. Ok, top. Il y a un mec qui demande si t'as eu Paul Zimmerman à l'IESEG. Tu Je sais pas. te rappelles pas? Je sais pas pourquoi il demande ça, mais. Je sais pas comment il écrit ça. Paul Zimmerman, Zimmerman avec deux M au début. C'est un nom qui m'a l'air d'exister. Paul Zimmerman. Non, je sais pas, ça me dit rien comme ça. Prof de dérivative. Prof de derivatives. Mais moi, déjà, il faut savoir que j'étais en rattrapage en cours d'option. Mais comment c'est possible alors que tu traitais déjà des options? Parce que l'ISEG, les cours, ils ont rien à voir avec la réalité. Attends, Euh, t'étais au rattrapage d'un truc alors que tu tradais des sommes astronomiques d'options à ce moment-là? non, mais pas des sommes astronomiques, mais j'avais tout mon argent, tout ce que j'avais de côté, je l'avais sur mon Interactive Broker pour trader des options. Ouais. Mais non, Euh, énorme. et ouais, rattrapage. Parce que, juste, je sais pas, le cours, il était c'était un peu alambiqué, c'était un peu chelou par rapport à la réalité. Donc peut-être j'ai eu ce mec, Paul Zimmerman, je sais pas, ça m'a pas marqué. Mais je Ok, me suis tapé le rattrapage d'options. Aujourd'hui, je suis full-time job là-dedans. J'ai fait des stages là-dedans et tout. Euh, Après, j'ai surtout compris les concepts en passant le CFA, en passant le niveau 1 du CFA. ok, donc tu conseillerais quelqu'un qui veut vraiment se mettre dedans, passer le CFA quoi. Non, enfin, ouais, en vrai, je dirais, si t'as que ça à faire, genre si t'es dans des études tranquilles et que tu veux juste avoir euh, une super culture financière, c'est vraiment un bon truc parce que ça te fait passer en revue un peu toutes les classes d'actifs. Ça te fait avoir un peu une vision 360 degrés. Et, euh, Et moi, j'ai appris beaucoup de choses, tu vois, et qui me servent encore aujourd'hui.
Après, le contre-coup de ça, c'est que c'est quand même beaucoup de charbon et que c'est trop pas valorisé. C'est pas du tout valorisé sur le marché de l'emploi. Si tu veux faire un poste en banque, tu vas être sales, tu vas être trader ou quoi, tout le monde s'en tape. C'est vraiment de la culture pour toi. Euh, et ça impressionne peut-être deux, trois autres mecs que tu aies réussi à avoir le niveau 1, quoi. Ou alors, tu veux faire de l'asset management et là, c'est complètement autre question. Ok, selon toi, d'accord. Ok, ça marche. Et pour le côté GP et tout, t'en as pas besoin du CFA? J'ai des J'en potes sais qui sont rien. en train de le passer, mais aucun Franchement, j'en sais intérêt. rien. Je sais pas du tout ce que c'est ce métier, moi. Ok, t'es trop loin Mais du ouais, cerveau. GP, ça rentre un peu dans Wealth et Asset Management. Bah, Je c'est trouve que, Wealth Management, c'est GP en anglais. Enfin, c'est la même chose, quoi. parce que moi, je connais des mecs qui ont le niveau 3 du CFA, tu vois, qui ont tout passé, et souvent ils sont portfolio manager, ils sont dans des fonds, etc., ou equity research, des trucs comme ça. Euh, Wealth management, je pense que c'est bien à avoir, tu vois, c'est bien si t'as que ça à faire de le passer, parce que ça t'apprend plein de choses sur plein de sujets. Et donc, tu as un peu une meilleure vue d'ensemble de qu'est-ce qui se passe. C'est de la culture financière, quoi, vraiment. Ouais, c'est vraiment de la culture financière. Moi, je suis content de l'avoir fait pour ça. Je l'ai fait pendant que j'avais un semestre de mémoire un peu, donc j'avais 6 mois où je me disais, bah, je peux juste passer 1 ou 2 heures par jour à bosser sur ça. Et la partie options, futures, dérivés et tout, elle est pas mal du tout. Ok, très stylé. Mais moi, je vais essayer de la bosser. Alors, je vais pas me la buter à passer CFA. Je fais beaucoup de choses en ce moment. Mais je vais essayer. D'ailleurs, on peut peut-être. Enfin, faudrait que vous me dites si ça vous intéresse. Mais moi, j'étais chaud, j'en ai parlé avec Nicolas, de faire une série sur ça, quoi. De créer une progression sur de la finance de marché. Parce que pourquoi pas. Je me dis, ça peut être cool, quoi. Moi, ça m'intéresse. Et du coup, je me dis, why not? Je pense que Nicolas, t'as plein de connaissances encore un peu dans le domaine et tout. Je me dis, why not? Donc, si ça intéresse des gens, créer un truc là-dessus, pourquoi pas? À voir comment s'organiser, mais pourquoi pas? Voilà. Bon, je sais pas si t'as envie de rajouter quelque chose ou si t'as plus. Pas... Tu l'as fait aujourd'hui, t'avais fait un autre live tout à l'heure d'ailleurs. Ouais, mais Euh, j'étais pas dessus là, mais c'était de l'organisation, quoi. ouais, bah oui, quand même. Euh, et voilà, écoute, j'espère que ça vous a plu, tout le monde. On se retrouve semaine pro, du coup, hyper intéressant sur le live sur les produits structurés, où là, vraiment, c'est hyper rare d'arriver à avoir un gars qui est un ancien dans le système, parce que du coup, il peut avoir un peu de recul là-dessus et nous montrer comment ça se passe de l'autre côté pour les produits qu'on vend. Donc, je pense que ça va être top. Et puis voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on se quitte là-dessus. J'espère que ça t'a plu, Nicolas, et puis à la semaine pro. Ouais, ça marche. Ciao, Merci pour l'invite et ouais, à la semaine prochaine. ciao. Ciao.